Bonjour et bienvenue à Revue le podcast, bien sûr votre nouveau podcast préféré. Aujourd'hui avec moi, Bruce Bénarand. Oui, le gars de Y penser. Qu'est-ce qu'il fait sur mon podcast? J'en ai aucune idée! Mais en tout cas, le podcast, il commence maintenant. Salut. Salut Bruce. J'avais tellement envie. Comment ça va, Steve? Ça va super bien. Déjà, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation. T'étais plaisir. Clairement pas obligé. Aujourd'hui, on pourrait parler de Y penser, ta chaîne de vulgarisation scientifique, qui est probablement, selon mon humble opinion, la meilleure chaîne de vulgarisation scientifique sur YouTube. Tu peux te passer de abruti total à abruti moyen en regardant toutes tes vidéos. Et tu sais quoi? Je l'aurais jamais mieux dit. Voilà. Exactement. Pour passer d'abruti total à abruti moyen. Il n'y a pas plus de prétention que ça et ça me va très bien. C'est déjà beaucoup. Est-ce que vous pouvez travailler au CERN après regarder toutes ces vidéos? Je pense pas. Mais au moins, vous serez moins con. Et ça, c'est déjà un énorme pas en avant pour la race humaine, OK? Ah bah ouais. Mais on n'est pas là pour parler de science, OK? Parce que tu m'as tweeté un jour, t'as dit « Steve, j'adore tes vidéos, je binge-watch tes vidéos. On a plus ou moins le même âge. Moi, je suis de 78, donc toi, tu dois être de ces alentours-là, d'après moi. 77. Bon. 77. Ouais. Moi, j'ai envie que tu me parles de ton amour du cinéma, mais avant de parler de ton amour du cinéma, comme tu es de 77, je veux que tu me parles de ton amour des clubs vidéo, de tes premières expériences en club vidéo. Alors moi, c'était particulier. Je pense qu'il y a prescription, maintenant on peut en parler, mais quand j'étais gamin, mais quand je te dis, quand j'avais 5 ans ou 6 ans, moi je savais pas du tout en fait, mais mes parents, ils louaient régulièrement des vidéos au vidéoclub, et on avait 2 magnétoscopes. Ah, les salauds! Je vois déjà où tu t'en vas avec ça. Ah, les salauds! Et ils copiaient les films. Ce qui fait que on avait à la maison, moi je te parle de ça, genre faut imaginer en 82 ou 83, les gens avaient pas de magnétoscope, nous on avait 500 VHS. T'avais des Maxwell partout, là. Mais partout. Et avec, on enregistrait en plus après, on enregistrait en longue durée, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre 2 films par cassette. Et ce qui fait que moi, du coup, il y a plein de films que j'ai vus, mais beaucoup trop tôt. Moi, je me rappelle que Shining, je l'ai vu peut-être en 84. Je dois avoir 7 ans. C'est pas un film que t'es supposé de regarder à 7 ans. Non. Mais voilà, mais donc si tu veux, et des films, et du coup, on en bouffait, et il y en avait plein. Et notamment, les années 80, tous les actionneurs, on les a eus. Ceux qui sortaient au cinéma. C'est-à-dire qu'on en a peu eu des directs ou VHS, on en a eu quelques-uns, mais on en a peu eu. Mais dès qu'il y avait un acteur un peu connu et que le truc était sorti au cinéma, on l'avait. T'avais tous les Harrison Ford, t'avais... tous les Mel Gibson, tous les Bruce Willis, après tous les Eddie Murphy, tous les Stallone, tous les Schwarzenegger, tous. Et comme tous les parents de notre génération, assis-toi devant la télé, mets une cassette et on viendra te revoir dans 3 heures, quoi. Ah mais moi c'était pire que ça. Moi à 10 ans, j'avais dans ma chambre, j'avais une petite télé avec un magnétoscope. Et j'avais pas de prise d'antenne, donc je pouvais pas regarder la télé, en fait. Je pouvais TF1, Antenne 2, tout ça, je pouvais pas regarder, mais je pouvais regarder des cassettes. Donc du coup, je regardais plein de films. J'en ai bouffé des films. Et j'ai toujours gardé ce truc-là. Aujourd'hui, j'en ai encore plein des films. Ça veut dire que tes parents étaient très portés sur la technologie s'il y avait 2 VHS, là. Ouais. Tu fais partie de ceux qui ont eu les premiers DVD, qui ont eu, quand les DVD sont arrivés, sûrement ton père et ta mère adoraient le cinéma. Ils ont eu des DVD, ils ont eu... Même pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que je dirais pas qu'ils étaient portés sur la technologie, c'était pas des geeks, mais c'est juste que... Alors, en fait, à l'origine, c'est quoi? C'est que mon père avait acheté un caméscope. Sauf qu'à l'époque, les caméscopes, ça n'existait pas. C'était une caméra qui était branchée à un magnétoscope portable. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 2 magnétoscopes, en fait. Et donc, tu mettais une vraie VHS dans le magnétoscope qui faisait 8 kilos dans une sacoche avec la caméra. Tu filmais.
Ça n'avait aucun sens. Il s'est fait vendre le truc par un mec qu'il connaissait pas dans une boutique d'audio, genre, ou de techno, là. Et il s'est dit, ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Et le truc qui est marrant, c'est que le premier magnétoscope qu'on a eu, c'était un Akai. Il marche encore aujourd'hui. Akai qui sont reconnus maintenant pour leur beatbox et pas pour leur magnétoscope, quoi. Si vous cherchez une super bonne beatbox pour faire des beats hip-hop, Akai est votre marque. Pour des magnétoscopes, Non mais, t'imagines, c'est-à-dire que le magnétoscope, il a plus de 35 ans, il marche encore. Ah, mais c'était des tanks, ces trucs-là, à l'époque. Mais tu sais, c'était à l'époque, les trucs, c'était fait pour durer. C'était les appareils, quand ça marchait pas, tu les faisais réparer. Ah oui? Aujourd'hui, un lecteur DVD qui marche plus. Déjà, tu te dis, qu'est-ce que je fais encore avec un lecteur DVD? Je vais me prendre le Blu-ray. Après, je vais me prendre le Blu-ray 4K. Après, je vais me prendre un projecteur. Putain, tant qu'à être là, quoi. On est quoi, là? On est des clodos? Non, mais... un moment important dans la vie de n'importe quel jeune homme de la génération X, OK, a été la première fois où il est allé au club vidéo seul, avec l'argent que sa mère ou son père lui avait donné, et qui avait la responsabilité de ramener des films. Est-ce que tu te souviens peut-être de la première ou des premières fois que tu es allé et que c'était toi qui étais devant les rangées et qui devais choisir le film que vous alliez écouter? J'ai deux souvenirs comme ça. Il y en a un où j'étais petit, où j'étais avec ma mère, et c'est moi qui ai choisi le film. Et le film, c'était L'espion aux pattes de velours. Okay. Tu vois ou pas ce que c'est? Tu vois ou pas? Oui, je vois, ouais. Le Disney où c'est un chat qui est espion. Oui, c'est un choix d'enfant, oui. C'est... Voilà. Je me disais, waouh, c'est incroyable, le chat, c'est un espion. Et la première fois, alors, de mémoire, c'est sans doute faux, mais la première fois de mémoire que j'étais allé louer une VHS moi-même, je pense que c'était pour une soirée avec des amis où non, c'était plutôt que ça. Non, je devais avoir 14 ou 15 ans peut-être. Et je m'étais loué les 2 premières cassettes de Twilight Zone en me disant, au fur et à mesure, je vais tous les regarder. Putain. C'est à l'époque, en plus, il n'y avait pas Internet ni rien. J'avais l'impression qu'il y en avait des milliards des épisodes. Alors que pas du tout. Non, t'as ce que t'as, quoi. Aujourd'hui, je les ai tous, hein, les Twilight Zone. Mais c'est-à-dire qu'il ouais, y a 200 épisodes, si tu comptes même le reboot de 85. Mais je me rappelle, c'était ça. Et c'était sur ces cassettes qu'il y avait notamment cet épisode fabuleux avec, je crois que c'est Burgess Meredith qui adore lire. Tu le connais celui-là ou pas? Qui a des lunettes. C'est dans les premiers, ça en plus. Ouais. Et qui se cache dans le coffre-fort de la banque pendant sa pause pour lire. Ouais. Et il y a une guerre nucléaire pendant qu'il est dans le coffre, et quand il sort, il n'y a plus rien, et donc il se dit, bon, bah, maintenant, je vais avoir le temps de lire autant que je veux, et il se fait des piles de livres pour chaque mois, et juste au moment de commencer, il trébuche et il casse ses lunettes. Putain. C'est horrible. Tu fais juste m'en parler, puis ça revient, quoi. Ça me revient, ça. Ouais. Mais cet épisode, il est incroyable. Après, pour un gamin, choisir Twilight Zone, c'est quand même exceptionnel, là. Ouais, mais parce que moi, c'est un truc qui me marquait à chaque fois où on voyait Rod Serling, tu sais, qui apparaissait dans le décor, qui disait Monsieur White est un agent immobilier comme tout le monde. Malheureusement, il ne sait pas qu'aujourd'hui, il entre dans la 4e dimension. Oh, mais... ding, 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 ding. Ouais, mais c'était... ouais. Ça, c'est... Moi, je trouve dommage. Dernièrement, ils ont essayé de refaire ça avec... Oui, Jordan Peele. Jordan Peele, ouais. Avec le mec qui essaie de faire penser de faire croire à tout le monde qu'il est plus intelligent que tout le monde. Jordan Peele. Mais je trouve ça dommage qu'on ait ramené ça parce qu'il y a tellement une magie dans ce qui se faisait. Et il y a tellement... C'est tellement... moi, je trouve ça identitaire, presque. Tu sais, moi, j'ai une théorie que si je te demande... tes films préférés, tes séries préférées, tout ça, je vais avoir une très bonne idée de ta personnalité, OK? Ah, c'est sûr. Et les gens qui aiment pas Twilight Zone, là, je peux tout de suite te dire le genre de gens que c'est. Alors, moi, il y a une catégorie de gens que j'arrive pas à comprendre. C'est les gens qui n'aiment pas Twilight Zone, mais qui adorent Black Mirror. Ouais, surtout que Black Mirror est une copier-coller de ce que Twilight Zone faisait avant. C'est ça! C'est copier-coller du concept de Twilight Zone.
C'est ça, c'est en fait, t'as envie de leur dire, en fait, c'est juste que t'aimes pas parce que c'est en noir et blanc, c'est tout. C'est ça. T'aimes pas ça parce que tu comprends pas qu'à cette époque-là. Après, ça, c'est un concept avec lequel je vis à chaque semaine, là, quand je sors des vidéos des années 80, 70 ou 90. Ouais. Mais passons un peu plus loin maintenant. Avançons de quelques années. Et là, t'as de l'expérience en vidéoclub. T'es un homme avec de la culture, OK? Tu t'es développé une certaine culture. Quand tu rentres dans un vidéoclub, comme tout le monde, tu vois les blockbusters en haut. Tu vois dans le milieu les Van Damme, les Seagull, les Don the Dragon Johnson. Mais Et comment il s'appelait le ninja américain, là, Michael Dudikoff? C'est Monsieur Michael Dudikoff pour toi, OK? Déjà. American Ninja. OK, on va mettre une chose, là. Il n'y a qu'un prophète, son nom est Michael Dudikoff, OK? Et ensuite, il y a Steve James, le Black qui joue dans tous ses films, qui est porte-parole du prophète. Et puis il y a ses apôtres, ils s'appellent Menachem Golan. Exactement. Et Yoram Globus. American Ninja, pour moi, est une série sacrée qui a changé ma vie. Mais je comprends. Tu vois, je veux dire, je crois qu'un des films que j'ai le plus vu de ma vie, c'est comment il s'appelait en anglais, Major League. Oui, avec Charlie Sheen, Tom Berenger et Wesley avec Snipes. Charlie Sheen, Wesley Snipes, Tom Berenger et René Russo. Ouais. Ce film, j'ai dû le voir 80 fois. Qui a une collection de casquettes? Mais on va être d'accord, ce film est très mauvais. Mais j'adore ce film. Après, si on commence à juger les gens sur la merde qu'ils aiment, non mais on s'en sortira pas, Bruce. Là. Bien sûr, mais tu vois, je veux dire, c'est pour ça le côté. Moi, c'est quelque chose qui me parle aussi dans les. Et c'est que, en plus, moi, c'est que les Indians, je le regarde même pas comme un nanar. Je le regarde vraiment comme un film simple des années 80. Après, pour vous, Français, c'est un sport que vous aviez pas de connexion avec le baseball. Donc, j'imagine que pour vous, c'est considéré comme un nanar. Mais moi, je peux te dire qu'en Amérique du Nord, c'est un carton. Major League est un film culte. Mais oui. Culte. Mais je te dis, c'est pas, même en France, c'est pas un nanar. En France, les gens le connaissent pas, ce film. Ça doit être dans les dernières rangées, quoi. La suite est un nanar. Après ça, le 2, le 3, c'est... Il y a eu un 3? Il y a un 3, ouais. Je le connais pas. Mais tu sais que le 2, il a été réalisé par Walter Hill. Ben, le mec avait besoin de manger, quoi. C'était plus compliqué. Le mec, il avait quand même bossé sur... je crois, c'est pas lui qui avait bossé sur The Sting? Ben, déjà, avec Paul Newman il a fait et Robert l'incroyable Octobre Rouge, là. Red Dawn. Donc, oui. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. OK? Ça m'amène à ma question, OK? Ouais. Tu voyais les blockbusters dans le haut, les séries B dans le... Est-ce que quand tu te baladais là, puis tu voyais le nouveau Seagull, le nouveau Van Damme, le nouveau Don the Dragon Wilson, est-ce que tu te disais, putain, comme deuxième film, je le prends et ça me fera... Je vais prendre le blockbuster en haut, qui vient le nouveau Harrison Ford ou le nouveau Stallone qui est sorti. Je vais prendre Demolition Man, mais je vais aussi prendre un Van Damme, tiens. Non mais c'est là où tu vois, tu te dis... Je vais prendre le film qui a bien cartonné, je vais prendre Over the Top. Et tiens, je vais prendre Bloodsport, je sais pas ce que c'est. Et tu te rends compte qu'en fait, Bloodsport est bien meilleur que Over the Top, qui était vraiment très très mauvais, mais que j'adore. Quand je tourne ma casquette comme ça, je deviens comme ce camion. Je deviens une machine. Mais qu'ils ont fait un film sur le bras de fer. C'est semi-documentaire, la dernière demi-heure de ce film-là. C'est un semi-documentaire. Mais c'était génial. Ce film, il y avait tout. Il y avait rien qui allait et tout était parfait. Tout était parfait. Et c'est le film. Tu sais, moi, ça me fait toujours rire quand on parle d'Over the Top parce que la prémisse du film est horrible. Ouais. Le gamin se retrouve avec son père parce que sa mère est en train de mourir. Ouais. Pensez à ça 2 secondes quand vous regardez Bloodsport, là. Et son père, pour consoler son fils, va lui apprendre le bras de fer, quoi. Et à conduire un camion. Et à conduire un camion, quoi. Non, mais sa mère meurt. Et son grand-père, le père de sa mère, son grand-père, cachait les lettres que Stallone lui a envoyées
parce qu'il voulait pas qu'il ait de lien avec son père. Ce film, il est genre... Niveau Dirty Dancing dans un camion, quoi. C'est ça. On est là, quoi. Mais c'est fascinant parce que plusieurs personnes te considèrent comme un mec intelligent. Et là, présentement, t'es vraiment en train de casser le plafond de verre. T'es en train d'expliquer aux gens que quand t'allais dans un club vidéo, c'était pour te divertir. Et que Oui. se divertir n'a rien à voir avec... tu sais, il y a ce côté-là du... Maintenant, on traite les cinéphiles grâce à YouTube en partie, grâce à Twitter, grâce à tous les réseaux sociaux. Les gens ont un certain dédain, OK, de certains... Ouais, bien sûr. Et ça, c'est horrible, quoi. Vous savez pas ce que vous manquez. Moi, j'ai envie de leur dire, vous êtes capable d'aimer, admettons, vous êtes capable d'aimer le dernier Scorsese. Il n'y a pas de souci. Mais ça veut pas dire que le dernier, que Bloodsport est mauvais. Non, c'est clair. Et en plus, après, moi, c'est particulier, si tu veux, c'est que moi, quand j'étais, on va dire, à partir de 16-17 ans, j'économisais de l'argent et j'allais pas au vidéoclub. J'allais à la Fnac ou au Virgin pour acheter des films. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours eu le besoin de collectionner les films. Donc, on parle fin 90, etc. Ah, alors, non, ouais, mi-90. À partir de 93, 94 à peu près, j'ai commencé. Puis quand le DVD est sorti, alors là, ça a été... et encore aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que là, encore... Voilà, aujourd'hui, j'avais commandé, j'ai reçu... parce que je l'avais pas, l'intégrale de Claude Berry. Bon, c'est français, mais voilà. L'intégrale de Claude Berry en Blu-ray. Parce que je l'avais pas, donc c'est quoi 2, 4, 6, 8, 10, ouais, ça doit être une vingtaine de films. Et en fait, et là en ce moment, c'est-à-dire que je l'envoie pas sur mon bureau, mais c'est-à-dire que j'ai des piles comme ça. Donc c'est des DVD à chaque fois. Parce que moi, ce qui se passe, c'est que j'en ai tellement, ça prenait trop de place. Donc j'ai customisé un meuble pour pouvoir mettre les DVD, si tu veux, suspendus comme ça. Et j'ai un fichier Excel où ils sont numérotés et tout. Et je les numérise tous sur un disque dur. Comme ça, je peux y avoir accès rapidement sans avoir besoin d'aller chercher parce que j'en ai 7500, quoi. Donc ça commence à faire beaucoup. La journée où vous commencez à avoir des tableaux Excel sur vos DVD, c'est pas un problème. Mais c'est pas loin. C'est ça. Moi, c'est bizarre parce qu'en tant qu'expatrié, quand j'ai déménagé, c'est pas le truc que tu peux amener avec toi à ta collection. Non, tu peux pas. Donc, depuis que je suis en Suisse, j'adore le support numérique. Là, dans le fond, là, j'aime l'objet, mais je me suis habitué à acheter la version numérique des trucs. Ouais. Parce que j'ai toujours peur que s'il faut que je retourne, etc., je peux pas tout amener avec moi. C'est la paranoïa de l'expatrié, quoi. Ouais, je comprends. Mais ma collection existe toujours. Elle est chez mes parents. Ma mère, à chaque année, me demande est-ce qu'on peut le jeter? Parce que ça prend genre 3/4 du garage. Là. Est-ce qu'on est obligé de garder ça, quoi? Moi, j'ai accepté de me débarrasser des VHS. Parce que quand j'ai commencé le DVD, je devais avoir quelque chose comme 2500 VHS. Et ça prend de la place et c'est lourd. C'est gigantesque, quoi. Et c'est très lourd. Et à chaque fois, en plus, j'avais fait les jaquettes où j'avais imprimé l'affiche quand c'était pas un truc que j'avais acheté. Enfin, c'était tout un truc. Deuxième sujet, Bruce, on va parler maintenant des expériences cinéma. Okay? Parce que voir une VHS, voir un DVD, on a tous des expériences cinéma. Moi, je dis toujours aux gens, genre en 93, quand j'ai vu Jurassic Park, ça a changé ma vie, quoi. En 99, quand j'ai vu La Matrice, ça a changé ma vie. En 2000, quand j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, les 15 premières minutes, là, j'étais comme ça. Comme un enfant de 8 ans devant l'écran. Ouais. Est-ce que toi, t'as des moments où tu t'es dit, putain, mais on vit à une époque incroyable, je suis en train de regarder ce film-là au cinéma, quoi? Alors, moi, quand j'étais petit, j'ai quelques souvenirs de cinéma. Je crois que le premier film que je me rappelle avoir vu au cinéma, je crois que c'était Splash. Avec Tom Hanks et Daryl Hannah de Ron Howard. Après, j'ai vu... Alors, ça c'est un truc, j'aime bien flex avec ça.
J'ai vu Le Retour du Jedi quand il est sorti. Pareil, ça a été mon premier film au cinéma avec mon père. C'était incroyable. La scène dans la forêt, la scène de Spider dans la forêt, j'étais comme ça. Et j'ai vu, alors j'ai rien compris, mais j'ai vu le Dune de David Lynch au cinéma. Ah là, tu comprends rien, quoi, à cet âge-là. Je devais avoir, je sais pas, 8 ans. Enfin, ça n'avait aucun sens. Non. Et voilà, mais sinon, un film, ouais, c'est le Batman de Tim Burton. Quand je l'ai vu au cinéma, c'est la première fois que je me suis dit, en fait, déjà, j'ai vu qu'autour de moi, il y avait des adultes. Alors que c'était pour regarder un Batman, tu vois, je veux dire, normalement c'était des trucs d'enfants. Je comprenais pas trop, genre, pourquoi il y a des grands ici, là, c'est un film pour enfants, là. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas du tout un film pour enfants, du coup j'avais l'impression d'être grand, en fait, en regardant ce film-là, alors que j'avais, 89, donc j'avais 12 ans, quoi. Ouais. Et sinon, il y en a un, alors, mais bon, ça c'est particulier, mais j'ai dû attendre d'avoir 15 ou 16 ans, je ne sais plus, pour le voir au cinéma, parce qu'il était disponible nulle part, ni en VHS, ni en DVD, et il y a un petit cinéma qui l'avait repassé, c'était Orange Mécanique. Ouais, et en donc, Europe, vous avez un souci avec ce film-là. Hein, ouais. Et la première fois que j'ai vu ce film, c'était au cinéma. C'est un choc. Et ça, c'était incroyable. À tel point que après, j'ai trouvé une VHS en import que j'avais acheté, je sais même plus comment, parce qu'à l'époque, je crois que j'avais dû envoyer un fax pour valider la commande. Non mais ouais, bah attends. Et oui. Et donc il était en anglais, sous-titré en suédois. Putain. Et comme c'était du PAL et pas du SECAM, la norme c'était PAL. Donc en fait, moi sur ma télé, il était en noir et blanc. Fantastique. Mais c'était Orange Mécanique. That was me. That is Alex. And my 3 drugs. That is Pete, Georgie and Dim. Et ça, je peux te le faire. Les 20 premières minutes, je peux te les faire comme ça. Ce film, ça a été énorme. En fait, c'est la première fois. C'était pas le premier Kubrick que je voyais, puisque donc j'avais vu Shining bien avant. Mais c'est la première fois que j'ai vu des plans où je me suis vraiment dit, la scène au début, l'opening vraiment où il y a le travelling arrière. Tu commences à comprendre la technique du cinéma, la magie. Dans le Corova Midbar, c'est la première fois que je me suis dit, il y a rien de spécial, mais c'est vraiment du cinéma. C'est-à-dire que si quelqu'un essaierait de le refaire à la télé ou n'importe quoi, ça ne marcherait pas. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que, voilà. C'est la différence entre l'art et faire un film. Ouais. Surtout en 2024, n'importe quel glandu peut faire un film. Avec un téléphone, tu fais un film. Exactement. Faire de l'art, c'est autre chose. Kubrick, moi, j'ai des soucis avec certains de ses films, que je trouve que c'est de la masturbation intellectuelle, etc. Mais on peut pas renier que c'est un artiste qui faisait de l'art. On peut pas. C'était un photographe à la base. Donc exactement. Tu peux demander aux gens qui ont travaillé sur le Shining, c'est une histoire que j'ai déjà racontée sur le podcast. Kubrick s'était bâti une pièce, avec l'hôtel en miniature et il bougeait des petites lampes en miniature tout le temps. Il faisait le plan, il revenait, il bougeait ses lampes, il faisait les mecs devenaient fous, quoi. Ouais. Mais c'est Kubrick. Quand il préparait son film sur Napoléon, qu'il a jamais fait, mais donc il a quand même fait toutes les recherches. Et ce que disait son beau-frère, qui était aussi producteur de ses films, Yann Arlan, il disait qu'il y a un meuble, une espèce de commode avec dedans des tiroirs, avec plein de fiches. Et il dit en fait, chaque fiche, c'est un jour de la vie de Napoléon. Et il a quasiment toute sa vie, on va dire, il a toute sa vie d'adulte de Napoléon en fiche dans un meuble. Ouais, le 16 juillet 1801, voilà, il a fait ça. On parle ici d'un mec qu'aujourd'hui on appellerait un autiste. Ah bah complètement. On est d'accord là-dessus. Mais est-ce que tu as d'autres films qui t'ont marqué en expérience ciné? Comme tu es de la même génération que moi, on a eu la chance de voir, par exemple, La Matrice pour la première fois. Ah, Matrix. Oh, ce truc de dingue. C'est des trucs qu'on n'avait jamais vus, là.
avec un concept qu'on connaissait pas, qui est devenu aujourd'hui, 25 ans plus tard, parce que c'est sorti en 99, le concept de matrice appartient au zeitgeist culturel. T'sais, est-ce qu'on vit, même c'est une théorie maintenant, est-ce qu'on vit dans une matrice, quoi? C'est ça, bien sûr. Il y a une énorme théorie de la conspiration là-dessus, qu'on vivrait dans une matrice. Putain, mais à l'époque, là, c'était un concept qui nous était, là... Mais à l'époque, ouais, donc ça, c'est déjà 99. Moi, je crois que c'était en 97 qu'il y avait eu Cube. Ouais, qui était... Ah, putain, le film, incroyable, quoi. Ah... Mais c'était à l'époque aussi, il faut dire, à l'époque, on allait voir des films au cinéma. Ça, c'est un truc qui arrive de moins en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, je dirais que les gens qui vont au cinéma, alors pas tout le monde, hein, mais la plupart des gens qui vont au cinéma, c'est soit pour voir des très très gros films, soit pour voir des tout petits films. Et j'ai l'impression avant d'y avoir été, ils ont vu 3 vidéos de YouTubers, ils ont lu 4 articles. Peut-être aussi, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de films moyens, il n'y a plus de films entre. J'ai l'impression que ça existe plus. Moi, je peux te dire très bien pourquoi. C'est quoi la différence fondamentale? C'est que maintenant, on est avec le Big Five. 5 énormes compagnies de production qui prennent très peu de risques, mais qui investissent énormément d'argent sur chaque projet. À l'époque, t'avais 15 compagnies de films. Il y avait Orion, il y avait Canon. T'avais des compagnies qui prenaient plein de risques en investissant des budgets moyens, mais en utilisant des réalisateurs avec une vision. Eux, ce qu'ils achetaient, c'était la vision du réalisateur. Maintenant, ce que les gros studios achètent, c'est est-ce que tu peux nous produire une idée qui va vendre? Ouais, c'est ça. C'est Deadpool versus Wolverine, là. Ouais, j'ai pas vu encore. C'est pas compliqué à faire comme film, à la base. Tu vas attirer du monde parce que t'as 2 des acteurs les plus charismatiques des dernières années. Et puis tu ramènes Hugh Jackman pour faire Wolverine, alors que normalement il le faisait plus. Oui, bien sûr, c'est facile. Keanu Reeves avant la Matrice, là, moi je veux rappeler à tout le monde là, que Keanu Reeves avant la Matrice, c'était plus le Keanu Reeves de Point Break, là. Ou de Speed. Là. C'est le mec qui avait fait des films expérimentaux, qui est allé bosser avec Gus Van Sant, qui est allé bosser avec... C'était plus la méga star. My own private Idaho. C'est le mec qui avait fait Johnny Mnemonic, que personne n'avait compris. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Johnny Mnemonic. C'est un de mes nanars préférés. J'ai vu au cinéma. Avec Ice-T. Ben, c'est ça. Mais... C'était ce mec-là. Et la Matrice, à quelque part, c'est la suite de Johnny Mnemonic. Mais bien sûr. S'il fait pas Johnny Mnemonic, on n'a pas de Matrice. Je suis d'accord. Alors, attends, je viens de penser aussi, une expérience ciné que j'ai eue, qui était folle. Ça devait être en 84 ou 85, tu vas me dire. Rocky 4. Rocky 4, 85, ouais. Voilà. Rocky 4 en salle. Donc moi, j'avais pas vu les premiers Rocky ni rien. Donc je vais avec mes parents, on va regarder Rocky 4. On est toute la famille, quoi, avec ma sœur. C'est la seule fois de ma vie, sauf s'ils font par exemple une rétrospective Star Wars ou un truc comme ça, mais c'est la seule fois de ma vie que je suis allé au cinéma voir un film qui venait de sortir et où, à la fin, pendant le combat final, les gens dans la salle étaient debout et crient vas-y, Rocky dans la salle. C'était démentiel. Moi, tu vois, la seule expérience cinéma comparable que je peux te donner, c'est Donjons et Dragons de 2000, où les gens étaient debout dans la salle en train de jeter leur popcorn à l'écran. Mais, ouais. Ça, c'est pour les rôlistes qui m'écoutent que je sors cette anecdote-là. Ouais, et moi, je te pose la question. Si moi, je peux changer et que vous pouvez changer, tout le monde peut changer. Et s'il faudrait, en plus, si moi, je peux changer, et que vous pouvez changer. Alors, tout le monde... Ce film, il était incroyable. C'est phénoménal à quel point, à l'époque, c'était une expérience d'aller au cinéma. Ouais. OK? Bon, après, en même temps, si tu veux, à l'époque, encore une fois, c'est-à-dire que quand un film sortait au cinéma, si tu voulais le voir, à la télé, il fallait attendre 1 an et demi. 2 ans, peut-être même. Ou 2 ans. Ouais, c'était 1 an et demi, c'était Canal+, et c'était, je crois, presque 3 ans pour le voir en sur club TF1. vidéo. 6 mois plus tard, c'était sur la télé payante.
Et C'est ça. 6 mois après, c'était peut-être sur les grosses chaînes télé, genre surtout C'est ça. genre TF1. Et donc à l'époque, c'était c'est-à-dire que t'allais au cinéma pour pas louper le film. Aujourd'hui, si par exemple Deadpool v Wolverine, je vais pas le voir au cinéma parce qu'en ce moment. Dans 2 semaines, il va être en VOD, donc. Ou dans 2 mois, quoi. Je Horizon de Kevin Costner est sorti 1 semaine après en VOD. Il s'est retrouvé partout sur les réseaux à pirater. Maxine, qui vient juste de sortir en France, en Suisse, dans les pays francophones, est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement illégal, disons. Mais c'est eux qui créent un propre problème pour eux-mêmes. Moi, j'ai toujours dit, si l'industrie du cinéma avait compris ce qu'Internet pouvait faire, OK? Dans les années 90, là, au début, on aurait une expérience cinématographique complètement différente aujourd'hui. Peut-être, mais en même temps, moi, si tu veux, c'est... par exemple, moi, j'ai jamais téléchargé de film. De façon illégale, j'entends. J'ai jamais fait. Mais je connais plein de gens qui téléchargeaient. Et notamment, je connais des gens qui ont téléchargé des milliers de films qu'ils n'ont jamais vus. Ah, ça, c'est con, par contre. Juste, ils téléchargent, ils les ont, ils ont des disques durs pleins, et ils les regardent pas, en fait. Et c'est aussi le problème qu'a apporté Internet. C'est la même chose qu'on retrouve aujourd'hui avec YouTube, TikTok, Instagram et compagnie. La disponibilité fait en sorte que... Tu scrolles, tout est dispo tout le temps, donc t'as trop de choix, donc tu choisis rien, en fait. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Si vous téléchargez... Après, en Suisse, le téléchargement n'est pas illégal pour... Ouais, en Suisse, ça c'est un truc qui est magnifique, c'est que en Suisse, le téléchargement illégal, ce qu'on appellerait du téléchargement illégal en France, c'est légal. Ce que tu n'as pas le droit de... Non, mais en fait, il y a une vraie logique. C'est-à-dire que si tu trouves un film sur Internet, tu as le droit de le télécharger. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de le mettre disponible sur Internet. T'as pas le droit de le uploader sur Internet, mais t'as le droit de le télécharger sur Internet. Et donc, c'est celui qui upload qui est le problème, pas celui qui télécharge. Ce qui est logique en même temps. Oui. Tu punis pas le gars qui vend 10 balles de marijuana, tu punis le mec qui vend 10 livres de marijuana, théoriquement. Mais... Non, et puis même, c'est pire que ça. Tu punis pas le mec qui fume un joint. Tu punis le mec qui vend la drogue. C'est ça. C'est une logique. C'est très suisse comme logique en même temps. C'est très, très suisse comme logique. À chaque invité que j'ai une tradition sur Revue le podcast. Ouais. Et c'est quelque chose que je t'ai pas dit avant de t'inviter. Et là, je vais te mettre on the spot, comme on dit. Okay. Chaque invité doit avoir ce que j'appelle une opinion impopulaire, OK? Ah, ouais. Et ça, c'est un film que tout le monde aime et que toi, tu détestes, ou un film que tout le monde déteste et que toi, tu adores. Je te donne un exemple. Je peux te faire les deux. Hein. Mon opinion impopulaire a été sur Blade Runner. Ouais. Moi, je trouve ça trop long. Je trouve ça... J'ai des soucis avec Blade Runner. J'adore la SF, mais j'ai toujours encore aujourd'hui, j'ai des soucis avec Blade Runner. Blade Runner, en fait, pour moi, Blade Runner, il a vieilli. Vachement. À l'époque, c'était sans doute incroyable de voir ça en salle, la musique de Vangelis et tout ça. Et puis, il y a la scène finale qui sauve le film de toute façon. Mais quand tu le regardes aujourd'hui, surtout maintenant qu'il y a eu Blade Runner 2049... On passe beaucoup de temps à regarder Harrison Ford se demander ce qu'il va faire dans ce film-là. Hein? Mais de toute façon, moi, je vais te dire un truc. Harrison Ford, c'est un mec que j'ai adoré pendant des années. Et aujourd'hui, le côté type qui râle à chaque fois qu'il est en interview en disant « Pourquoi vous avez fait ce film ?» Pour l'argent et tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, ça me gonfle. C'est là, il a été annoncé chez Marvel, il y avait quelqu'un qui lui a dit « Alors, ça vous fait quoi de faire partie de l'univers 616 ?» Enfin, de la Terre 616. Il a dit « C'est quoi ça ?» Il dit, c'est la Terre du MCU. Il a dit, et il est parti. Et je veux dire, voilà, c'est bon, le côté vieux mec qui râle, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est le côté Harrison Ford qui chie sur Star Wars depuis des années. C'est ça. Alors maintenant, voilà, je vais t'en donner deux, d'accord? Je vais te dire un que tout le monde aime, et où moi je dis, ouais. Et un que tout le monde déteste, où moi je dis, mais non, il est génial.
OK, vas-y. Voilà. Alors, celui que tout le monde aime et où je dis, ouais, c'est sympa, mais voilà, c'est Pulp Fiction. OK. Pourquoi? D'abord, est-ce que c'est assez unpopular pour toi? Oui, parce que moi, c'est un film que j'adore. 94, j'avais 16 ans. Euh, Après, je comprends très bien que Tarantino, c'est un énorme voleur. C'est... C'est ça. En fait, moi, quand je l'ai vu en salle, Pulp Fiction, j'avais adoré, mais parce que la première fois que tu le vois, tu ne sais pas que l'histoire est dans le désordre, et que quand tu arrives à la fin, tu as remis les pièces du puzzle ensemble, tu te dis, mais c'était un peu marrant ce qui s'est passé. Mais après coup, quand tu te rends compte que toutes les scènes, tu les as déjà vues dans d'autres films, et que si tu mets le film dans l'ordre, bah, il se passe pas grand chose d'intéressant, à part les dialogues. Je laisserai toujours à Tarantino les dialogues. J'ai rien à dire là-dessus. Mais moi, le film, et après, ce qui a aussi sans doute joué, c'est que je déteste pas ce film, tu vois, je le trouve bien. Mais plus je rencontre de fans qui essayent de me convaincre que c'est le meilleur film de l'histoire du cinéma et que j'ai rien compris, moins je l'aime. Et alors maintenant, attention, parce que là, tu vas voir le deuxième, il va faire mal. Attends un peu, parce que t'as pas fini. J'ai pas fini sur Pulp Fiction avec toi. Vas-y. Okay? Moi, j'ai l'opinion que Tarantino est un des meilleurs dialoguistes. En anglais, c'est un boulot, ça. Écrire des dialogues pour des scénarios. Il y a des mecs qui ont des contrats. Puis c'est pas eux qui ont l'idée, ils font juste écrire les scénarios, les dialogues à gauche, à droite, etc. En France, jusque dans fin des années 80, il y avait le scénario et les dialogues séparés. Ça pouvait être la même personne, mais souvent c'était deux personnes différentes. Faudrait ramener ça, hein, parce que j'ai regardé 3-4 films français dernièrement. Quelqu'un pour leur dire quoi dire, ça serait une bonne idée. Juste pour qu'il y ait de l'air humain un peu. Juste, tu sais, genre des conversations de gens qui se rencontrent tous les jours. Et moi, je pense sincèrement que Quentin Tarantino est un dialoguiste incroyable, OK? Oui, je suis d'accord. Après, à chaque fois que je regarde Pulp Fiction, je pense à True Romance, qui est le scénario de Tarantino réalisé par Tony Scott, OK? Ouais. Et c'est un film qui, selon moi, est beaucoup plus divertissant. Mais bien sûr. Parce que Tony Scott prend les idées et les dialogues de Tarantino et les punch. Attends, True Romance, qu'on parle bien du même, c'est Christian Slater, Patricia Arquette. C'est ça, c'est celui-là. Ouais. Gary Oldman qui joue un faux black qui joue après, Tarantino renie Tuarne, Natural Born Killer. Là. Ouais. Mais Oliver Stone a fait un truc avec ce film-là, quoi. Il a fait quelque chose que toi, t'aurais pas fait. J'adore ce film, moi. Alors, je l'aime moins aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, j'avais l'affiche, j'avais acheté les lunettes, je m'étais rasé la tête. À l'époque, je jouais un culte à ce film. Mais c'était la première fois que j'allais au cinéma et que je voyais d'un coup, ça devenait un dessin animé. Puis d'un coup, c'était en noir et blanc. Puis c'était du documentaire. Puis c'était... C'était du found footage. C'était une sitcom où il y avait le public qui applaudissait. Enfin, et c'était vraiment... Oliver Stone, c'était... pour moi, Oliver Stone, il y a vraiment toute cette période où il a fait JFK. The Doors, JFK. Il y avait JFK, ensuite il y a eu Tuarne, après il y a eu Nixon. C'est vraiment ces trois films-là sur lesquels il s'est lâché en termes de montage. Il a fait des choses complètement folles. Je te conseille de revoir The Doors, qui a fait juste avant, en 91. C'est une expérience. C'est un film que, à l'époque, OK, quand je le revois maintenant, en plus, je connais mieux la musique de The Doors, je connais mieux la personnalité de Jim Morrison, etc. Je te conseille de le revoir. Sincèrement. Okay. Je te conseille de Val Kilmer, Kyle MacLachlan et Meg Ryan. Ouais. Je te conseille sincèrement un revisionnage de The Doors. Tu vas être surpris par la prouesse que Oliver Stone fait de nous montrer un mec en déchéance à travers son époque de déchéance, quoi. Mais Oliver Stone, pour moi, c'est vraiment un réalisateur qui est très underrated. Il est très sous-coté, je trouve. C'est parce que c'est un mec qui s'implique.
Oui, parce qu'après, il est devenu militant très très fort, et puis il est parti aussi dans certains trucs un peu Il est parti complotistes. beaucoup dans la conspiration de JFK, Ouais. là, on s'entend. Là. Il est Ouais. rendu à son 2e documentaire, je pense, là-dessus. Là. Et c'est un mec qui est très américain dans sa racine. Bien Pour sûr. lui, tu sais, le message de JFK, c'est que si les États-Unis d'Amérique décident de tuer un président américain, ça veut dire qu'on n'est pas si libre que ça. Et la seule chose qui bâtit notre pays, c'est la liberté qu'on a. Et c'est le peuple qui doit défendre cette liberté. C'est pour ça que dans JFK, à la fin de la plaidoirie de Kevin Costner, il dit It's up to you now. Et en fait, il regarde la caméra quand il dit ça. Il regarde plus le jury, il regarde la caméra. Ouais. Il fait toute la plaidoirie en parlant de ça. brise le Et puis d'un coup, quatrième il fait mur. It's up to you now. C'est... ouais. Ce film, j'adore ce film. JFK est un film phénoménal. Mais pour finir avec Pulp Fiction, Ouais. t'as le droit de dire ce que tu veux, OK? C'est Ouais. pas si mauvais que ça. Moi, je trouve même que c'est le meilleur film de 94. C'est un bon film. C'est un bon film. Mais c'est un film que tu respectes pas. Ce que tu es en train de me dire. Ce n'est pas le chef-d'œuvre qu'on essaye absolument de me vendre. C'est ce que je dis, voilà. Et maintenant, on est rendu au Ouais, point... par exemple, si tu veux, moi, Tarantino, je préfère largement Reservoir Dogs. Qui est un huis clos filmé Bah, avec 500 000 balles. Ouais. C'est l'Ultime Razzia, hein, en fait. Hein. Il a refait l'Ultime Razzia de Kubrick, mais façon Tarantino, il est très très bon, ce Reservoir Dogs. Avec un mix de films japonais, mais en tout cas... Django, il est superbe. Et Once Upon a Time in Hollywood, j'ai beaucoup aimé aussi. Même s'il est très con comme film, mais j'ai beaucoup aimé. C'est extrêmement méta. Moi, j'ai Ouais. un souci avec les... Tu sais, c'est... J'ai le même souci avec Hollywood que j'ai avec les YouTubers, OK? Ouais. Les YouTubers qui parlent de YouTube, là, Ouais. ça m'intéresse pas. Hollywood qui parle d'Hollywood ne m'intéresse pas non plus. On sait, puis tu sais, si toi puis moi on prend une bière, tu vas m'apprendre 150 trucs sur YouTube, etc. Mais je pense pas que ce soit un divertissement extrêmement incroyable pour le monde, OK? Et, Ah non, mais ça, c'est possible. et Hollywood a cette tendance-là à faire des films sur Hollywood. J'adore Once Upon a Time in Hollywood. Je trouve que Brad Pitt, il fait le film. C'est pas Leonardo DiCaprio qui fait le film, c'est Brad Pitt. Non, Leonardo DiCaprio, il fait une scène, c'est la scène du western avec la gamine. Exactement. Cette scène, il est incroyable, mais sinon, c'est Brad Pitt. C'est Brad Pitt qui fait le film. Mais j'ai un souci avec Hollywood qui parle d'Hollywood parce qu'à chaque année aux Oscars, t'as presque toujours un film d'Hollywood qui parle d'Hollywood. Quoi. Et qui prend des Oscars. C'est le principe de The Artist. Hein. Le film The Artist, il a pris meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur. Le film, je l'ai même pas vu en entier. Je l'ai même pas vu en entier, ce Je film. préfère me branler avec une râpe à fromage que me taper l'artiste. Quoi. Une râpe à fromage, c'est chaud. Le film que les gens n'aiment pas et que moi je dis, un jour vous verrez, vous reconnaîtrez que c'est un chef-d'œuvre. Là, j'ai très peur de ta réaction là. Pèse tes mots. Hein? Pèse tes mots. Ok. Je vais te dire 2 mots. Épisode 8. Oh putain. Ouais. Oh. T'as vu Allez! la vidéo là-dessus ou tu l'as pas vu encore? Non, je l'ai pas C'est encore pour vu. ça que t'as accepté de venir. Non, mais ça, tu rigoles. Alors ça, pour le coup, j'ai des très bons amis qui ont détesté ce film. Et j'ai même vu, je sais pas si tu connais un YouTuber qui s'appelle Mauler. Mauler, ouais, oui. Il fait des vidéos de 12 heures sur un film. Oui, mais il fait frame by frame d'un film. Ouais, mais c'est génial, j'adore ce qu'il fait. Et l'épisode 8, il l'a détruit. Et j'ai adoré sa vidéo. Mais je continue de penser que l'épisode 8 est un super film. Mais je comprends ce qu'on lui reproche. Mais c'est un super film. En fait, ce que les gens n'ont pas... Alors, En fin de moi, compte, ce c'est que aussi- tu me dis, c'est que t'aimes pas Luke Skywalker, toi. Non, non, c'est au contraire. Au contraire. Moi, c'est parce que j'ai beaucoup... Moi, je préfère largement le Luke Skywalker de l'épisode 8 que le Luke Skywalker de la saison 2 de Mandalorian, hein. Donc, mesdames, messieurs, c'était Revu le podcast avec...
Non mais attends, je vais te dire en fait. Après, je sais que moi, il y a un truc qui joue pour moi. C'est que l'épisode 7, quand je l'avais vu la première fois, j'avais été diverti. Je m'étais dit, waouh, là. C'est-à-dire que tu vois le Faucon Millenium en plein jour dans le désert, à l'envers, comme ça. Tu vois les X-Wing qui sont au ras de la flotte et donc ça soulève de l'eau et tout. C'est beau. Mais il y avait plein de choses qui m'avaient énervé dans ce film. Pas seulement le fait que c'était l'épisode 4, en fait, hein, qu'ils avaient repris l'épisode 4, mais il y avait plein de choses. C'est un remake, ouais. Ouais, mais c'est un reboot. Ouais, c'est un reboot. Ouais, mais c'est un remake qui n'a aucun sens. L'épisode 7, il a aucun sens. C'est-à-dire, quand tu as Moller en question, il a fait 1h30 juste sur le texte déroulant qu'il y a au début, pour dire que ce texte n'a pas de sens. Il dit, regarde, l'Empire n'existe plus. D'accord? Il a été détruit. Ça, c'est Retour de Jedi. Et donc maintenant, il y a la République, il y a le Nouvel Ordre, et il y a la Résistance. Mais la Résistance, c'est quoi la Résistance? Elle résiste à quoi? Si c'est contre le Nouvel Ordre, bah c'est l'armée de la République, c'est pas la Résistance. Donc, t'adores ce film, mais tu comprends tout le côté... T'es très pragmatique. Comparé à plusieurs gens que j'ai sur ma chaîne, t'es vachement pragmatique quand tu parles de films que t'aimes et qui méritent de se faire... Ah, mais... Et encore, l'épisode 7, si tu veux, c'est plus je le regarde, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je prends de plaisir à le regarder parce que J.J. Abrams, il sait faire un film. Il sait aller d'une scène à l'autre, etc. Mais en vrai, ce film, il m'énerve. Moi, quand il y a Rey qui trouve le sabre de Luke qu'il a perdu dans l'épisode 5, le truc qui est tombé dans la Cité des Nuages et tout, et qu'il y a Harrison Ford qui dit « Mais où est-ce que t'as trouvé ça, Maz ?» Et Maz, elle dit, c'est une bonne question pour un autre jour. Putain, que ça, c'est... Ouais. Je dis, mais ferme ta gueule. Tant qu'à dire ça, dis rien. C'est ça. C'est-à-dire que personne n'a forcé Harrison Ford à poser la question. C'est parce que c'était marqué dans le script qu'il a posé. Donc si c'est pour avoir ça comme réponse, pas la peine. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode 8, c'est que... Et c'est pour ça que je comprends les gens qui disent, c'est un mauvais Star Wars dans la continuité. Et c'est qu'en fait... Rian Johnson, dans l'épisode 8, il a mis une énorme claque à J.J. Abrams en disant « C'est ça que t'aurais dû faire comme film. » Parce que ce qui se passe, c'est que il y a besoin... On peut pas simplement repartir de l'épisode 4. Il y a besoin d'avancer sur les personnages. C'est-à-dire que... Mais il les fait pas avancer, les personnages. Ah, il les fait... Attends, il y a que lui qui les fait avancer dans la post-logie. Hein. Finn, il est où, là? Finn, il est en train... Finn, il se balade sur des dinosaures dans un casino, alors que moi, je croyais que son éveil de la force ferait de lui un Jedi. Mais non, Finn, c'est pas du tout un Jedi. Mais maintenant, je te pose la question. Regarde, quel est le meilleur de la trilogie originale? L'Empire contre-attaque. Ok, pendant que Luke Skywalker fait son entraînement sur Dagobah, il fait quoi, Harrison Ford? Est-ce qu'il n'est pas en train d'enlever des chauves-souris qui sont collées à la vitre du Faucon Millenium dans une grotte avec un ver géant? Oui, mais il le fait avec énormément de classe. Oui, mais bon, ça c'est normal, c'est Han Solo. Mais... Il le fait avec classe, il le fait avec du charme, il le fait en convainquant une femme d'apprendre à l'aimer. Regarde. Si tu prends, on va dire vraiment au moment où l'épisode 8 est sorti, ça veut dire qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a dans le 9, parce que quand on sait ce qu'il y a dans le 9, il n'y a plus rien qui a de sens. Mais on va dire avant que le 9 sorte. Quand tu avais vu l'épisode 7, ouais, Rey... J'avais des attentes. Non mais, si tu veux, Rey, c'est une personne qui était qui manipulait du métal dans le désert, et qui d'un coup, quand tu lui donnes un sabre laser, elle se bat comme un Jedi. Quand il y a Kylo Ren qui veut lire son cerveau, Falcon dans les mains, elle est meilleure que Han Solo. Quand t'as Kylo Ren qui veut lire dans son esprit, c'est elle qui lit dans son esprit. Il y a un Stormtrooper qui passe à côté, elle lui dit libère-moi et laisse-moi ton arme. Enfin, je veux dire, pourquoi? Parce que c'est une Marissou. Exactement. C'est une Marissou. Et justement, l'épisode 8 te dit, attention, Rian Johnson, il dit, ah, elle sait faire tout ça? D'accord. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'elle est aussi capable de sombrer du côté obscur. Au moins, il propose quelque chose. Il y a une proposition dans l'épisode 8. Après, tu peux adhérer à la proposition. Bien sûr. Ou tu ne... Moi, ce qui m'a énervé, OK, c'est qu'il tue Luke Skywalker pour rien dans ce film-là. Il le tue pas.
Ben, bien sûr qu'il le tue. Comment on aurait aimé pouvoir assister au parrainage de Luke face à Rey? On aurait pu éliminer le côté Marissou avec un Luke bienveillant. Je suis d'accord, sauf que il y a deux problèmes qui sont posés par J.J. Abrams avec l'épisode 7. Le premier, c'est que donc Luke est parti. Avec, en plus, le truc qui est génial, c'est qu'il est parti, il veut pas qu'on le retrouve, Ouais, mais il ça a laissé aussi, une carte. c'est très con. Ouais. Mais il a laissé une carte en 2 morceaux. Ça, c'est très con, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit, ne me cherchez pas, mais j'ai fait une chasse au trésor si vous voulez me trouver. C'est ça. Ça fait très Burger King, quoi. Ouais. Non, mais c'est complètement con. Et puis, surtout, J.J. Abrams, il a fait un truc qu'il ne fallait surtout pas faire, mais je comprends parce que c'était beau à voir. C'est que le film s'arrête au moment où Rey lui tend le sabre. Et donc, le film d'après est obligé de commencer à ce moment-là. Il l'a peinturé dans un coin. T'es obligé de commencer le film d'après à ce moment-là. Parce que si tu regardes entre l'épisode 4 et l'épisode 5, il s'est passé quoi? Il s'est passé peut-être 2 ans, peut-être 5 ans. Ben, alors, il y a des ça, gens j'en qui savent, parle mais... dans ma vidéo, la notion de temps, OK? Ouais. Le plus gros problème, selon moi, de la dernière trilogie, c'est que dans les 2 premières trilogies, même si je suis pas un énorme fan de la prélogie, là, dans la trilogie principale, là, il se passe à peu près 5 à 10 ans entre chaque épisode. C'est ça. Donc, tu laisses le temps au personnage de se développer hors caméra. Et tu sais qu'il s'est passé des choses, même si tu sais pas quoi. Tu sais qu'il s'est passé des choses. Et on prend pour acquis que le spectateur n'est pas un débile profond, OK? Le problème avec la postlogie, l'épisode 7, 8, 9, c'est qu'on prend pour acquis que le spectateur est un gros con. Ah, mais ça, bien sûr. Et moi, ce qui m'énerve dans le 8, c'est comme l'histoire de l'essence, OK? Non, mais si eux n'ont pas d'essence, vous avez de l'essence. Allez plus vite et rejoignez-les, quoi. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Et en plus, toi qui es un fan de science, on parle de notion de temps dans l'espace pendant 2 heures. Attends, on va pas parler de science sur Star Wars. Quand même, il y a des bases, quoi. La princesse Léa qui respire hors du truc. Elle respire pas. Oh, putain. Elle respire pas. On a un autre négationniste, là. J'ai un négationniste avec moi, mesdames, messieurs. OK? Elle respire pas. Comment elle vole dans l'espace puis elle se rend au truc? Puis... Mais la force! Ah non, mais moi, il y a 2 choses qui m'ont fait faire... Quand j'étais en train de regarder ça au cinéma, OK? Quand Luke reçoit le sabre de son grand-père, OK? Son grand-père qui a tout fait pour sauver... qui a sacrifié, il était prêt à mourir pour sauver son grand-père, il se fait donner le sabre de son grand-père, puis il fait Ça, j'étais au cinéma, ma femme était à côté de moi, là, elle a mis sa douce main sur mon bras pour me calmer, OK? Ensuite, quand j'ai vu Princesse Léa faire du Superman dans l'espace, là, ma femme savait plus quoi faire. Elle dit, est-ce que tu veux qu'on sorte? Est-ce que tu as besoin d'aller fumer une cigarette? On est rendu là. Tu défends un épisode où il y avait ça dedans. Là. Ouais, mais je vais te dire, toi, tu dis que l'épisode 8 a tué Luke Skywalker. Moi, je te dis, les épisodes 7 et 9 ont tué Luke Skywalker, Dark Vador et toute la trilogie. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que coup, tout le retour du Jedi, ça a servi à rien. Hein, Palpatine n'est pas mort. Donc Dark Vador, il n'est pas mort en... L'Empire n'a pas été détruit. Enfin, mais toi, t'es un mec intelligent, je pense, là. Comment tu fais pour avoir une séance, OK? Parce qu'on sait que... On est assez malin pour savoir que maintenant, faire un film, c'est un exercice d'équipe, OK? Bien sûr. Il y a des gens qui se sont assis dans une séance sérieuse avec des gens sérieux, avec des gens intelligents et qui ont dit que dans l'épisode 9, la solution, c'était de ramener l'empereur Palpatine. C'est une conversation que ces gens-là ont eue, là. Alors, je vais te dire, à mon avis, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est Kathleen Kennedy a fait « c'est une bonne idée » et tout le monde a dit « bon, bah on fait ça, alors ». Putain. Non mais, regarde, si tu dis que Palpatine est revenu
et que c'est le grand-père de Rey, ça veut dire... Attends. Ça veut dire que dans l'épisode 7 au début, donc t'as Poe qui vient chercher la carte où se trouve Luke Skywalker sur Jakku, qui se trouve être la planète sur laquelle il y a la petite fille de Palpatine. Quel hasard incroyable! Par hasard, BB-8 va jusqu'à la petite fille de Palpatine, qui, en essayant de partir, tombe sur le Faucon Millennium. Putain. Et là, tu te dis, ça fait quand même beaucoup de hasard, là. Ils disent que t'as le droit à un hasard par film. Alors que moi, ce que j'aimais beaucoup, justement, dans l'épisode 8, c'était le côté, dire quand Kylo Ren dit à Rey, il dit tes parents, c'est personne. Il dit t'as rien à faire dans cette histoire, en fait. Et que il te fait entendre que n'importe qui peut être un Jedi, en fait. Il y a pas besoin, c'est pas un truc génétique. C'est que si tu peux être plus ou moins réceptif, et puis si tu adhères à la Force, tu peux devenir un Jedi. C'est ouvert à tout le monde. Il faut pas juste être soit un Skywalker, soit un Kenobi, soit un Palpatine. Mais toi, ton niveau de reflux gastrique, quand t'entends dire Rey, Esturne, Skywalker. Alors, si tu veux, à ce stade-là, j'ai plus de reflux gastrique, parce que moi, il y a un truc, quand j'ai vu l'épisode 9, je l'ai vu au cinéma en plus. C'est le seul de la post-logie que j'ai vu au cinéma. Et parce que je savais que c'était le dernier, avec mon fils, on s'est dit bon allez, on va le regarder au cinéma. On est sorti en se disant bon, voilà. Mais alors le moment où, en fait, j'ai eu une réflexion. Normalement, si tu veux, moi, je débranche un petit peu mon cerveau quand je regarde un film, pas dans le sens où je réfléchis pas, mais dans le sens où j'accepte qu'il y a des choses qui font pas nécessairement sens. Je me dis voilà, ça arrive. Ah, et si t'es fan du 8e épisode, t'as clairement débranché ton cerveau et t'acceptes. Star Wars épisode 9. Donc à un moment donné, t'as Palpatine qui fait se soulever de terre tous les non, mais attends, je suis pas en train de te dire que le 9 est meilleur que le 8. Non, c'est pas ce que je dis. Je suis juste en train de dire que moi, à ce moment-là, quand t'as tous les destroyers qui sont soulevés de sol, et moi, pendant un instant dans ma tête, je me suis dit, dans chaque destroyer, il y a peut-être 4000 employés, qui étaient enterrés en train d'attendre leur moment. Ouais. Et ça m'a tellement fait rire intérieurement que du coup, j'ai complètement lâché prise pour le reste. Donc après, quand elle dit Rey Skywalker, je dis ouais, bon. C'est parce qu'il nous explique qu'il conjure des destroyers, OK? Et que la puissance de sa force fait en sorte qu'il crée la vie humaine et qu'il crée des Stormtroopers et qu'il crée des pilotes et qu'il crée des ingénieurs et qu'il crée tout ça, et puis il y a une nana qui, 2 mois plus tôt, elle avait jamais quitté son désert, elle met ses 2 sabres comme ça, elle dit je suis tous les Jedi, parce qu'il fallait refaire et je suis Iron Man, tu vois. Ouais. C'était vraiment le moment and I'm all comme ça, et donc elle le vaporise sur place, et elle finit avec un sabre jaune, parce que ça, évidemment, quand on est fan de l'univers étendu, on sait que le sabre jaune c'est la couleur de... Avec, en plus, moi, il y a une image que j'avais beaucoup aimée, c'était un mème sur internet, c'était quand elle enterre les 2 sabres dans le sable. Et que après, juste à côté, tu vois l'image de Anakin qui dit je déteste le sable. Je trouve ça très drôle. On peut passer à peu près 3 heures, toi puis moi, je pense, sur la prélogie et la postlogie. Ouais, bien sûr. Parce que toi, comme moi, à ton âge, tu faisais partie de ceux. J'ai fait également une vidéo sur la menace fantôme. Je fais partie de ceux qui sont sortis de la menace fantôme et qui ont commencé à boire après. Là. À l'époque, nos attentes étaient tellement élevées sur la menace fantôme. Moi, j'imagine que... Tu sais, j'ai nommé des films qui m'ont marqué au cinéma. Tu remarqueras que j'ai pas nommé La menace fantôme. D'ailleurs, c'est même plus le film que j'ai vu au cinéma maintenant. Je l'ai regardé pour faire ma vidéo. C'est absolument plus le même film. En même temps, on va être clair, si tu veux, La menace fantôme, il est sorti au cinéma, puis 2 mois plus tard, il y avait Matrix. Hein. Oui. C'était pas la même histoire, hein. Tu sais, la menace fantôme, moi, je me souviens toujours du moment des midi-chloriens où il explique comment ça... il commence à expliquer les midi-chloriens. Et tout le monde se regardait comme ça dans la salle, mais c'est pas la force, c'est partout, là. Maintenant, je vais te dire un truc. Je n'ai jamais compris le problème des midi-chloriens.
Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, alors peut-être parce que, alors je sais pas si j'ai mal compris ou pas, mais pour moi, ce que les gens comprennent avec ces midi-chloriens, c'est dire, si t'as des midi-chloriens dans le sang, tu peux être sensible à la force et tu peux être un Jedi. Moi, c'est pas ce que j'ai compris. Moi, ce que j'ai compris, c'est que quand tu es sensible à la force, alors tu as des midi-chloriens dans le sang. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la force, c'était de la magie et qu'on a essayé de m'expliquer que c'était pas de la magie, en fin de compte. Que c'était Non, mais génétique. non, regarde, en fait, c'est-à-dire que pour moi, ça veut juste dire que c'est mesurable. Putain. Tu vois, je veux dire, c'est pas. Tu te prends rends un compte à aimant. quel point ça déchire la race de toute la saga Star Wars, ça? Que c'est Mais- mesurable. Bah, si tu veux, Donc- attends, regarde. Donc, Regarde, on est d'accord que Yoda, il est capable de soulever le X-Wing en faisant ça. ouais, Bah, c'est mesurable. c'est de la magie. Oui, mais c'est mesurable. Tu peux te dire, mais comment tu sais que cette magie existe? Bah, regarde, avec mon bras, j'arrive à soulever un vaisseau. C'est mesurable. Et Les Obi-Wan n'est midi-chloriens, pas c'est juste plus capable, est précis. juste capable de lever à moitié. Donc, il est moins fort que... Et Luke, à cette époque-là, est juste capable de lever au corps. Donc, il est moins fort que... OK. Putain. Faut pas trop mais- s'accrocher à la science, comme tu viens de dire avec Star Non, Wars. mais tu vois, pour moi, c'était pas plus, pour moi, c'était pas plus un problème. En fait, ceux qui ont vraiment eu un problème avec les midi-chloriens, c'est ceux qui veulent justement que tout soit ultra cohérent. Mais c'est pas possible que tout soit ultra cohérent. Non, mais tu C'est bizarre laisses, qu'il y a aucun tu sens. laisses ça de la magie. C'est de la magie, putain. Ah non, la force, c'est pas de la magie. Tu La laisses- force, on te le présente pas comme de la magie, on te le présente comme un fluide qui est partout et que tu peux réussir à canaliser. Non, pour moi, c'est de la magie, quoi. Il aurait dû laisser ça comme... C'est magique. Il y en a qui sont capables de le faire, il y en a qui sont pas Ah, mais capables, puis... C'est-à-dire que pour toi, c'est magique au même titre que ce que peut faire Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. Oui. Ah ouais, non, pour moi, non. Parce que pour moi, c'est de l'héroïque fantasy dans l'espace, quoi. Non, mais ça, on est d'accord. Mais pour moi, si tu veux, c'est pas de la magie. C'est genre, c'est une compétence. Pour moi, c'est comme des très très grands maîtres de kung-fu, tu C'est vois. ça, tu traites Star Wars comme si c'était Mass Effect, quoi. Ouais, on peut partir longtemps sur Bon. ça. En tout cas, c'était mon unpopular opinion. Donc bizarrement, l'unpopular opinion de Bruce est que l'épisode 8 est bon et que Pulp Fiction, c'est de la merde. Non, j'ai pas dit que c'était de la merde. Ah non, non, attends, maintenant je viens d'en penser à un autre. Un film que j'aime pas, vraiment, c'est-à-dire je peux le regarder, mais je prends aucun plaisir, et que tout le monde aime, c'est Hook. Hook, j'aime pas. J'adore Robin Williams, j'aime beaucoup Dustin Hoffman. Hook, je ne peux pas. Comme j'ai dit dernièrement sur un live, du moment où t'as un poil de poche qui t'a poussé, tu peux pas apprécier Hook. Dès que t'as eu un poil sur les couilles, Ah oui, Hook, d'accord. c'est Ok, fini. un poil de poche, je savais pas ce que Ouais. c'est. Ok, je savais pas. Un poil sur les couilles, Hook. Déjà, il y a une histoire d'amour hyper relou entre une fée et Robin Williams là-dedans. Ensuite, ouais, il y a des limites à l'imagination, quoi. Non, mais c'est moi ce film, il me fait rien de rien. Maintenant, Bruce, on passe à la dernière question du podcast. Et c'est une question importante, OK? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sur la prochaine question. Je suis concentré, vas-y. Sachant que ta chaîne parle de vulgarisation de science, sachant que tu es un énorme fan de science, des mathématiques, sachant que t'as pas trop de QI et que tu es capable de respirer sans ouvrir la bouche, de tous les films que tu n'as jamais vus, que tu as vus de toute ta vie, là, de tous les films que tu as vus, quel est le film avec la science la plus débile que tu n'as jamais vu de ta vie? Ah, plus débile, je pensais... Parce que là, j'étais en train de me faire la liste des films qui sont les plus pointus scientifiquement. Le truc où tu t'es dit en regardant ce film-là... Je me suis dit, bon, ok, alors eux, non, c'est non. non, mais rendu là, quoi. Amener des fées, amener des... Alors, bon, c'est facile comme réponse. Mais je pense que vraiment Moonfall Ah ouais. a brisé toutes les barrières. A brisé toutes les barrières. Il n'y a rien qui va. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Pour moi, Moonfall est le film le plus débile que l'humanité nous a jamais offert, là.
Parce qu'en plus, tu veux, parce que sinon, tu peux aussi dire un Sharknado, c'est complètement con. Mais Sharknado, il y a un côté, je trouve, un peu mesquin dans la façon de faire le film. C'est-à-dire qu'ils ont fait le film exprès con pour que tu te moques en le regardant. Alors que Moonfall, le réalisateur, il te dit, ouais, c'est con. Mais fais comme si c'était pas con et regarde un peu le spectacle. Moi, Moonfall, j'ai décroché dès le début. Quand des astronautes commencent à chanter et à parler de... Non, mais des astronautes, c'est super sérieux quand ça fait une sortie en espace. Genre, tu sais, c'est pas le moment de commencer à parler puis à chanter, là. C'est pas le temps de parler d'une chanson de Toto, là. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas ce genre de film, hein. Et là, tu connectes, tu fais comme... Attends un peu, là. Il y a des astronautes qui sont en sortie spatiale. Genre le truc qu'ils s'entraînent toute leur vie pour faire, OK? Ils le répètent, c'est-à-dire que pendant des mois, ils sont dans des piscines à répéter chaque geste. C'est ça. Tu sais, qui demandent énormément de concentration, que tu peux pas te permettre de faire d'erreurs. Et là, les mecs commencent à chanter. Je suis comme, non, mais c'est pas Joel Clodo qui est en train de livrer des trucs pour Amazon, là. Ouais. C'est sérieux, ce boulot-là, là. Ouais, mais et là, t'as franchement, des c'est pas le pire moment du film, hein, scientifiquement. Non. et c'est que le début d'une épopée incroyable de débilité, quoi. Mais il est incroyable, ce film, en même temps. C'est-à-dire que si tu décides, tu dis, bon, écoute, tu sais quoi, je sors le popcorn, je m'assois, je vais pas m'énerver, juste je regarde, je profite. C'est marrant. J'ai pas été capable de pas m'énerver avec ce film-là. Parce qu'à un moment donné, quand tu me dis qu'en plus, il y a de la nanotechnologie au centre de la Lune. Là, la Lune, mais oui. Là, tu me perds. En plus, juste les lois de la gravité, quoi. On envoie chier la gravité carrément dans ce film-là. Quand il y a la Lune qui est à 2 km au-dessus de la Terre et qui fait le tour comme ça et qui ramasse... Non, mais... Les probabilités, OK? Les probabilités mathématiques que quelque chose comme ça arrive un jour. Ça fait même pas partie de la marge d'erreur, quoi. Mais non. Mais non, c'est... Et je comprends que Roland Emmerich, le réalisateur de ça, son rôle dans la vie, c'est de faire peur aux gens. Tu sais, 2012, Indépendance Day. Mais Moonfall est le pire étron. Mais Moonfall, on dirait un pari qu'il a perdu. On dirait un pari, il dit, ouais, tu sais quoi, et si en fait la Lune c'était un vaisseau spatial et qu'elle tombait sur la Terre? Ce serait quoi le concept le plus court que tu peux faire? Moonfall. Ah ouais, putain. Et le mec s'est dit, tu sais quoi, allez, je vais faire un film Moonfall. Même Armageddon, qui est complètement débile, là. Ouais, t'apprends des astronautes à utiliser des drills, t'apprends pas à des mecs... vous saurez pas percer de la roche. Ouais, c'est ça. Il y a que nous qui savons. Non, c'est bon. Ces mecs-là, ils ont 3 doctorats, putain. Non. Harry Stamper. Moonfall réussit à t'amener dans un endroit sombre de l'intelligence humaine que tu penses qu'il n'existe pas, quoi. Parce que ton premier réflexe a été de me dire des films intelligents. Ouais. Nomme-moi un film qui, selon toi... Alors, il y a un film qui est pas fun, qui est pas très fun, mais qui par contre est très très pointu, qui parle de voyage dans le temps. Et c'est compliqué de parler de voyage dans le temps sans faire d'erreur. C'est un film qui s'appelle Primer. Primer. Ouais, je sais pas si tu le connais. Je le connais pas, lui, je note. Alors, mais par contre, je te préviens, c'est-à-dire que la plupart des gens qui regardent ce film, ils prennent des notes à côté pour vérifier. Alors, ce que tu peux faire, c'est une fois que tu l'auras vu, tu peux aller sur Internet chercher une timeline de Primer. Et t'as un mec qui a fait un graphe des timelines pour montrer que tout se tient nickel. Et ça, c'est très propre. Sinon, dans le genre beaucoup plus connu, beaucoup plus grand public, il y a Contact de Zemkis. Contact est génial, ouais. Contact, moi, ce film, je l'ai vu en salle. J'en avais pas entendu parler. C'est-à-dire que personne n'en parlait. Et je suis devant le cinéma, je sais pas quoi regarder. Je suis avec, à l'époque, c'était pas ma femme, mais c'était déjà ma copine. Et on regarde, et puis je vois Contact, je vois Robert Zemeckis. Je dis, mais j'adore Robert Zemeckis. Pourquoi personne ne parle de ce film? Et on est allé le voir, et ça a été... Déjà, la scène d'ouverture, tu te rappelles la scène d'ouverture? Ouais.
où tu fais un zoom arrière depuis la Terre, et donc en plus, tu remontes le temps des communications radio, jusqu'au moment où d'un coup c'est silencieux, et puis là tu sors de la Voie lactée, des galaxies, enfin, et ce film, il est incroyable. Et scientifiquement... C'est peut-être le film le plus proche de la réalité d'un contact humain face à... C'est ça. C'est pas spectaculaire, le contact humain, parce que ça va se passer à travers l'esprit de quelqu'un, etc. Ouais. Mais c'est peut-être le plus réaliste de... En tout cas, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où elle rencontre un extraterrestre, toute la partie avant, c'est complètement plausible. Et scientifiquement, ça se tient globalement. Dans le livre, ça se tient encore plus, mais... Le truc le plus réaliste du film, selon moi, c'est que on a bâti 2 fois la même chose. Bien sûr. Bien sûr. Ils bâtissent pas une fois un truc et prennent le risque que ça marche pas. Non, et puis c'est pas ils bâtissent 2 fois. C'est ils en font un en secret. Exactement. Ça, c'est la paranoïa qui nous habite. Mais c'est le truc le plus réaliste du film. Ouais. C'est le fait que, effectivement, si un truc comme ça arriverait, il y a le truc qui montrerait au public et il y a le truc qui montrerait jamais à personne. C'est ça. C'est pour ça que moi, quand les gens me demandent c'est quoi un de tes meilleurs films de destruction massive, je dis toujours Impact. Impact. Ouais, parce qu'ils vont nous le dire à la dernière minute. Ah, ouais, Deep Impact. Ouais, Deep Impact, ouais. Ouais. Parce qu'ils nous le diraient à la dernière minute, parce qu'il y aurait des gens qui seraient sauvés, d'autres qui devraient être... Ils organiseraient d'abord, et après ils diraient. Et après, ils diraient, parce qu'il y aurait un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, parce que les gens qui nous gouvernent, peu importe si on trouve que c'est des cons la plupart du temps, c'est pas des débiles profonds non plus. Non, c'est sûr. Moi, je pense qu'un film comme Deep Impact représente... Si une météorite arriverait sur la Terre, qu'on serait pas capable de... Le premier plan serait essayer de la dévier, d'après moi. Ouais. Là, Bien sûr. Le deuxième plan serait essayer de la nuker, donc de la faire exploser. Ouais. Et si tout ça n'a pas marché, ben démerdez-vous, quoi. Maintenant, on a des bunkers. Ceux qui rentrent dans les bunkers rentrent dans les bunkers. Ceux qui sont pas dans les bunkers, on vous souhaite bonne chance. C'est ça. Et en plus, je crois qu'il était sorti à peu près en même temps qu'Armageddon. Ouais. Et il y a eu moins de succès qu'Armageddon. Il y a eu moins de succès, mais bon, parce que Armageddon, c'était Michael Bay, c'était du gros spectacle. Et Deep Impact était mieux. Était plus réaliste sur... parce que c'est clair que c'est un journaliste ou une journaliste qui va découvrir ça à la dernière minute. Parce que oui, les grands satellites du monde sont contrôlés par les nations, donc ils n'ont aucun intérêt, s'il y aurait un truc comme ça qui se passerait, à donner la nouvelle à tout le monde comme ça du jour au lendemain. Là. Ben non. Et parce qu'on a prouvé en tant que race qu'on était des gros cons. Individuellement, on n'est pas débile. En masse, on est extrêmement con. Là. Ça, c'est hier. Tu vois, hier, ma fille a vu pour la première fois Man in Black. Ouais. Et c'est une scène au début, avant que Will Smith devienne un agent, quand il discute avec Tommy Lee Jones. Et Will Smith, quand il apprend qu'il y a des extraterrestres, il dit mais pourquoi vous le dites pas aux gens ? Les gens sont pas cons, ils sont capables de comprendre. Et il dit exactement ça. Il dit chaque personne n'est pas con, mais ensemble ils sont tous très cons. C'est ma théorie de vie à peu près. Là. Fait que. Mais moi j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, moi. Donc. Si quelqu'un vient t'expliquer 1 à 1, les extraterrestres existent, ils sont sur la Terre, ils vivent avec nous depuis 50 ans. Tu ne les reconnais pas quand tu les vois, mais ils existent. En tant que personne, je vais dire, ça change rien à ma vie, donc ils ont le droit de vivre ici, quoi. C'est ça. Par contre, tu donnes cette information-là à 50 000 ou 100 000 ou 50 millions de personnes sur Twitter. À la télé et sur Twitter. Pouf! Là, on est... cherchons-le, mettons-leur... faut les tuer avant qu'ils nous tuent. Tu vas avoir 50% de la population qui va dire c'est les pires ennemis qu'on a jamais eu de notre vie. 50 autres % qui vont dire c'est la chose qui va sauver l'humanité. Ouais. Fait que ces films-là, moi, qui touchent ces sujets-là, puis avec intelligence, avec subtilité, avec... Ouais. Parce que toucher ces sujets-là, tu peux le faire comme Michael Bay avec Armageddon, mais tu peux aussi le faire
comme Robert Zemeckis avec Contact. Tu peux le faire comme Denis Villeneuve avec... First Arrival. Ouais. Premier Contact, ouais. Qui, selon moi, c'est pas un film spectaculaire. Ah, mais il est super, ce film. Mais c'est une belle histoire sur l'arrivée puis sur le contact humain. C'est fou comment... Puis quand je regarde tes vidéos, tu sais, je suis quelqu'un fondamentalement curieux. Tu sais, je me pose toujours la question, tu sais, il y a les choses qu'on sait, il y a les choses qu'on sait pas. Puis à un moment donné, j'ai vu une théorie de physique qui disait que il existe une réalité dans laquelle, du jour au lendemain, tout ce qu'on sait ne veut plus rien dire si on découvre quelque chose de nouveau. Tu sais, dans le fond, on sait ce qu'on sait parce qu'on sait ce qu'on sait. Et on prend pour acquis ce qu'on sait. C'est la vérité scientifique, c'est toujours la même chose, c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Exactement. Le jour où quelqu'un prouve l'inverse de ce qu'on sait... C'est-à-dire que si demain quelqu'un prouve que la Terre est plate et qu'en fait, cette façon de la voir ronde, c'est une illusion d'optique qui est due à la gravité, je ne sais quoi, machin, etc., mais qu'il peut prouver, eh ben on dira, ok, la Terre est plate. La Terre est plate. C'est ma fascination avec la science, en tout cas personnellement. C'est que oui, on apprend plein de choses, oui, on s'améliore en tant que race, mais à la fin de la journée, là, on sait rien. On sait des trucs, mais on sait rien. C'est ça, mais t'avais autour de 1900 à peu près, les gens savaient pas, les scientifiques savaient pas s'il y avait des atomes ou pas. Non, un petit peu avant. On savait pas s'il y avait des atomes ou pas. On savait pas. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui pensaient que la matière était faite d'atomes et ceux qui pensaient que non, la matière était continue. C'est-à-dire que tu pouvais toujours couper le morceau en 2 morceaux plus petits. C'est juste qu'on n'avait pas les ciseaux suffisamment fins pour couper. Et puis, un jour, donc en 1905, il y a Einstein qui étudie le mouvement brownien. Donc c'est si tu mets des grains de poivre dans de l'eau chaude, tu vois les grains de poivre, ils bougent un peu dans tous les sens et il explique que ça s'explique par l'existence des atomes. Ensuite, il y a un autre gars, un Français qui s'appelle Jean Perrin, qui prouve que mathématiquement tout se tient et que donc ça prouve l'existence des atomes. Et à ce moment-là, tous les scientifiques qui disaient non, les atomes ça n'existe pas, ils ont dit autant pour nous, d'accord, effectivement, les atomes ça existe. Et c'est-à-dire pour eux, ils ont lu 4 pages d'un texte avec des équations mathématiques et ils ont changé leur monde de il n'y a pas d'atomes à il y a des atomes. C'était une autre époque où les gens acceptaient qu'ils n'avaient pas raison. Bah, alors, les scientifiques, c'est toujours le cas en théorie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que même moi, je vois, par exemple, dans les années 80, avant Internet, quand aux informations, il y avait un journaliste qui disait un truc, bon, bah voilà, c'était ça. Le journaliste, s'il disait, oui, il y a eu, je sais pas moi, un avion qui s'est écrasé, il a fait 16 morts, je dis n'importe quoi. Et là, tu te dis, bon, bah, ok, il y a un avion, il s'est écrasé, il a fait 16 morts. Aujourd'hui, avant même que le journaliste, il le dise à la télé, t'as déjà quelqu'un sur Twitter pour dire, on va essayer de vous faire croire que cet avion s'est écrasé, alors qu'en fait, il a été abattu et il a fait 200 morts. Ensuite, t'as quelqu'un d'autre qui va dire, pas du tout, cet avion n'existe pas. et en fait, et puis chacun va avoir son information par un canal différent. Et selon ce que lui il a envie de croire ou pas, et selon ce qu'il refuse de croire, il va verrouiller l'information qu'il aime. Ouais, on vient à une époque où les gens choisissent leur vérité. C'est bizarre, hein? Que je connaissais l'histoire, c'est une histoire vraie. Je connaissais l'histoire et je me suis dit, il n'y a pas... voilà. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce genre d'histoire, je me dis, je peux en faire un épisode YouTube. Bon, on peut pas en faire un film. Non, mais c'est Oppenheimer. Moi, j'ai été fasciné par le côté d'Oppenheimer où on réussit à mettre... Ce qui me fascine dans ce film-là, c'est que faire des films sur des gens intelligents, c'est compliqué. Ouais. Tu peux avoir des gens drôles, tu peux avoir des gens forts, tu peux avoir des gens faibles, tu peux avoir des gens émotionnels dans un film. C'est des trucs qui se montrent facilement à l'écran, OK? Ouais. L'intelligence, c'est beaucoup plus compliqué à montrer. C'est ça. Écrire un personnage qui est plus intelligent que les autres autour de lui, c'est comme écrire un roi. La seule manière que tu sais qu'un roi est un roi au théâtre, c'est par le comportement des gens qui l'entourent. Ouais.
L'intelligence, c'est la même chose. La seule manière que tu peux montrer l'intelligence au cinéma, c'est par le comportement des gens qui l'entourent. Et je pense que Christopher Nolan a réussi à nous démontrer l'intelligence. Ouais, et c'était pas simple parce que je te dis, moi, c'est typiquement le genre d'histoire où j'aurais pu en faire un épisode YouTube où j'aurais dit, voilà, en 1927 il a fait ça, en 29 il a fait ça, en 34 il s'est passé ça, en 37, et tu te dis, voilà, mais ça fait pas un film. Et lui, il arrive quand même à te raconter un film avec en plus des rebondissements, avec des trucs que tu comprends qu'à la fin, et tu te dis, c'est là où je me suis dit, ouais, ok, ce film, ouais, d'accord. Moi, je te dirais, si tu revois ce film-là, Ouais. vois-le avec les yeux du personnage de Matt Damon, du général. Du général Groves, qui d'ailleurs dans le film Les Maîtres de l'Ombre était interprété par Paul Newman. Effectivement. Et là, On n'en parle pas de ce film, mais j'aime beaucoup ce film. Il est génial, ce film. Avec John Cusack. Il est génial, ce film. Il est génial. Mais Oppenheimer, tu sais, les gens, ils l'ont vendu comme un film à grand déploiement, etc., parce qu'ils vendaient l'explosion. Ouais. L'explosion n'a rien à voir avec le parcours. Alors que l'explosion, on s'en fout, en fait. Enfin, on s'en fout pas, c'est-à-dire qu'il y a besoin qu'elle soit là, mais c'est pas ça qui est important. Faut comprendre qu'à l'époque, l'idée de bâtir une bombe nucléaire, c'était comme si aujourd'hui on nous disait « Hey, dans 6 mois, on est sur Mars. » OK, putain, mais il faut passer à travers l'étape A, B, C. Regarde, on est à 28 lettres, là. Il a fallu en inventer 2 pour se rendre sur Mars. Là. Non, c'est pas ça. C'est dans 6 mois, on est sur Mars. Et alors, il faut qu'on fasse vite parce que si tel pays y arrive avant nous, on est mort. On meurt. C'est ça. Et en plus, comme tu dis, il y a une notion d'urgence dans ce film-là qui... Donc, il démontre à quelque part l'égoïsme d'Oppenheimer, puis en anglais, on dit one-sided mind. Là, ouais. Son seul objectif était d'atteindre son objectif. Peu importe ce qu'il y avait autour de lui, c'était que des distractions. C'est pour ça, moi, j'aime beaucoup la scène quand il va voir Gary Oldman, qui joue donc le président... c'est qui, c'est Eisenhower? Ouais. Je crois que c'est Eisenhower. Et que Gary Oldman l'envoie chier en lui disant mais qu'est-ce que tu crois que les gens ils savent, tu crois que les gens sur qui la bombe est tombée ils savent que c'est toi qui l'as fabriquée, ils savent que c'est moi qui l'ai lancé. Et ça c'est un truc que Robert Downey Jr. dit après, il essaye de faire en sorte qu'on se rappelle de lui comme du gars qui a fabriqué la bombe, mais qu'on oublie que cette bombe a fait des morts à cause de lui. Il y avait ce côté-là aussi, c'est-à-dire que lui... Plus tard dans sa vie, il avouera avec sa fameuse phrase « I have become death, destroyers of the world », Destroyer of the world. Après, tout le monde a regretté de l'avoir fait, mais il n'avait pas le choix de le faire. Non, c'est ça. Et puis en même temps, si tu veux, il y a aussi une logique. C'est-à-dire quand tu mets autant de scientifiques au même endroit avec un objectif commun, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'y arriver. C'est-à-dire que eux, c'est ce qui les anime. Ils veulent se dépasser face à leur père aussi. Ils veulent savoir que dans leur tête c'est possible. Ils veulent démontrer que c'est possible. Et ils veulent y arriver. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se disent mais une fois qu'on en a fabriqué une, c'est bon, ça existe. Il n'y a pas besoin d'en fabriquer 2. C'est que les gens ils n'ont pas compris un concept de base de la science. Si tu mets les meilleurs cerveaux, ok, à ta disposition sur un projet, il y a des grosses chances qu'ils finissent par trouver la solution à ton problème et réaliser le projet, ok? Si tu les mets sur le même projet, que tu leur mets le pognon nécessaire pour le faire, et qu'il y a l'urgence pour le faire aussi. J'aurais pu faire, je pense, un podcast de 6 heures avec toi pour parler de trucs. On n'a même pas effleuré tous les sujets que j'aurais aimé parler avec toi, mais je te remercie tellement d'avoir passé du temps avec moi. C'est moi qui te remercie avec plaisir, tu rigoles. Si vous connaissez pas la chaîne Y Penser, bien sûr, pensez-y. Les 2 personnes qui... C'est pas moi qui va faire la promo de ta chaîne, je pense. Attends, mais détrompe-toi. Non, détrompe-toi. C'est à peu près certain qu'il va y avoir des gens qui vont voir ton podcast qui ne savent pas qui je suis.
Ben, dans ce cas-là, moi, je vous dis, si vous êtes... Moi, je pense qu'une des choses les plus importantes de la vie, c'est d'être curieux. Oui. OK? Vous pouvez être des cons, vous pouvez être des mecs hyper intelligents. Là où on se perd en tant que race, c'est quand on arrête d'être curieux, OK? Soyez curieux, essayez de découvrir Moi, j'essaie de découvrir des nouvelles choses à tous les jours. La preuve, regardez la chaîne que je fais, les trucs que je découvre. Mais si vous voulez voir des trucs intelligents, des trucs expliqués de façon concise, précise et de manière à ce que tout le monde peut comprendre, ce qui est le plus important pour moi parce que l'intelligence extrême, c'est un privilège, je pense. Et la capacité d'expliquer aux gens la vulgarisation de sujets complexes, c'est un don que tu as. Okay? Bah, merci. Parce que c'est quelque chose de très compliqué. Parce que déjà, tu dois comprendre le sujet et trouver la manière de l'expliquer. Pour moi, c'est un don incroyable. Je vous conseille la chaîne Y Penser, bien sûr. Bah, merci beaucoup. C'est la meilleure de YouTube pour ce genre de... Ouais! Et quand vous voulez penser à rien et être des débiles profonds, là, vous venez sur ma chaîne à moi. Voilà. Revue. C'est marqué là. Revue. Et sur Revue, vous allez entendre des nibards, des illicos, des gros flingues, de la débilité. Et c'est comme ça que c'est bon. Après avoir pensé pendant 40 minutes, venez passer 15 minutes à vous rafraîchir le cerveau avec des filles à moitié à poil, en bikini, et des hélicos qui explosent. Et venez sur cette chaîne, parce que sur cette chaîne, on respecte Roger Corman. Et avec un grand respect. Hein. Sans lui, j'ai pas de chaîne, moi. sans lui, j'existe pas. Donc, non, mais il y en a tellement qui n'existent pas sans lui. Le truc avec Roger Corman, c'est que malgré tous les défauts qu'on pourra lui donner ou qu'on pourra prouver par des documents, etc., il y avait une qualité énorme. Bien sûr. Il croyait dans le talent des gens. Mais bien sûr. Il faisait confiance il a fait confiance à des... Je veux dire, James Cameron a commencé avec Roger Corman. Attends. Francis Ford Coppola a commencé avec Roger Corman. Ouais. Il était assistant de Roger Corman et il a fait son premier film Dementia 13 chez Roger Corman. Alors que, et moi, ce que j'aime bien rappeler, si tu veux, pour les gens qui voient, parce que les gens voient pas nécessairement bien ce que c'est Francis Ford Coppola. Et moi, j'aime bien rappeler un truc. C'est que, ah putain, par contre, je sais plus en quelle année c'était. Apocalypse Now aux Oscars. 79. Je crois que c'est 78. Apocalypse Now est nommé meilleur film aux Oscars en 78. Mais il l'a pas eu. Parce qu'en 78, l'Oscar du meilleur film, c'était Le Parrain 2. C'est-à-dire que Francis Ford Coppola a eu en 78 2 films nommés meilleurs films. Qui sont probablement sur la liste des 10 meilleurs films jamais faits de... Il a eu 3 palmes d'or à Cannes. Ouais. 3. Et il y a un mec qui a vu son talent quand le mec venait de sortir de l'université, que personne lui donnait une chance. C'est Roger Corman, quoi. Et il a été son assistant réalisateur, et puis d'un coup, il lui a dit, tu sais quoi, Francis, allez, va faire ton film. Fais-moi un film. Voilà un budget de $12,000. Ouais. Fais un film. Mais il a fait ça. Les gens se rendent pas compte à quel point vous pouvez chier sur Roger Corman tant que vous voulez, OK? Mais oui, il faisait des trucs sleaze, comme on appelle, là, avec des nibards, avec ci, avec ça. Mais il donnait du pognon à des artistes, là. Il a lancé Jack Nicholson. Il a lancé William Shatner. Avant Star Trek. Il attend le 2e long métrage de Scorsese. C'est produit Roger Corman, quoi. Je veux dire, Roger Corman. Moi, j'ai écrit un épisode sur Roger Corman qui n'est pas encore sorti, et c'était horrible parce que quand j'ai écrit, je me rappellerai toujours. À un moment donné, j'écris dans le script. Au moment où je suis en train d'écrire cet épisode, il est encore vivant et il a 92 ans. Ah, il est mort 2 jours après. Donc j'ai écrit un erratum juste derrière en disant erratum. Il vient de nous quitter. Genre, ah! Mais tu vois, quand il est décédé, moi j'ai fait la trilogie Carnosaure sur ma chaîne, OK? Ouais. Et il y a certains gens qui m'ont écrit dans les commentaires, genre, est-ce que c'était vraiment la meilleure manière de rendre hommage à Roger Corman? Et moi, mon opinion, c'est oui. Je sais pas si c'était la meilleure, mais en tout cas, c'est une bonne. Tu sais, oui,
C'est ça qui faisait Roger Corman, là. Mais c'est alors, pour le coup, Roger Corman, il avait pas honte de Carnosaur. Hein. Je vais pas faire le silence des agneaux, quoi. Non. Oui, il l'a produit, ce film-là, OK? Mais c'est pas du Roger Corman, ça. Non. Non, Roger Corman, c'est la course à la mort de l'an 2000. Exactement. C'est lui qui a donné la première chance à Sylvester Stallone aussi. Exactement, son premier vrai rôle. Et si tu le vois en entrevue, il dit honnêtement, genre il y a 5-6 ans, il dit « Moi, je croyais que Sylvester Stallone, ça deviendrait un heavy. » Un heavy, c'est un méchant dans les films en anglais qu'il appelle, OK? Il dit « Mais 2 ans plus tard, il sortait Rocky, j'étais sur le cul, quoi. C'est bon, tant mieux pour lui. » Le mec a pas de regret que ces gens-là aient eu du succès après. Ah non, il était super fier. Tu sais, c'est comme, regarde, ils ont fait... Tu sais, oui, il a joué dans un film où on a pris des Volkswagen puis qu'on les a déguisés en voitures tout pourries, mais il a fait son boulot, il l'a fait sérieusement, il est arrivé, il m'a demandé des conseils, il était toujours en train de me parler, de me poser des questions. Dieu sait ce que Stallone a appris de Roger Corman, quoi. Mais moi, je me rappelle d'une interview de Ron Howard, parce que Ron Howard aussi a été lancé par Corman, où il a dit une des plus belles leçons que j'ai eues de Roger Corman, c'était un jour, pendant que je faisais mon premier film chez lui, donc le budget très serré, tout ça, et je suis allé le voir en lui disant, écoute, pour cette scène-là, juste cette scène-là, j'ai besoin d'avoir 150 figurants, parce que c'est une scène importante, il faut qu'on voit de la foule. Et Roger Corman lui a dit, tu peux en prendre 25, débrouille-toi. Et il a pris 25 personnes, et ensuite il les a filmés sous un angle, puis il leur a changé les vêtements, filmés sous un autre angle, puis de loin, puis de derrière, puis de machin, et puis d'un coup, t'as l'impression qu'il y a du monde. Mais tu vois, ça ce que tu dis, là, l'exemple que tu donnes, là, c'est exactement le problème avec le cinéma d'aujourd'hui. Parce que le réal, il va dire quoi? J'ai besoin de 150 figurants. Le producteur va dire, je peux t'en donner 7. Le réal va dire, OK, on va faire le reste en CGI. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va voir, nous? 7 personnes multipliées par 100. Là. Et puis surtout, que dire, ah, mais si c'est du CGI, dans ce cas, on n'en met pas 100, on en met 80 000. C'est ça. C'est que là, il va abuser, quoi. Là, ça sera plus 150. Ça va être 1500. Pourquoi pas? C'est le même prix. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais t'as juste 10 personnes au début. Mais change-les. Change la teinte de leur peau. Et ça devient ridicule. Moi, j'étais sur le tournage du film Le Visiteur du Futur. Je sais pas si tu l'as vu. Il est sur ma liste. Alors, Visiteur du Futur, donc à la base, c'est une web série, puis donc maintenant il y a eu un long métrage au cinéma. Et donc moi, j'ai un tout petit rôle dedans parce que le réalisateur c'est un copain. Et en fait, le rôle que j'ai, c'est pendant une conférence de presse où je suis un journaliste, je pose une question au gars, voilà. Et donc cette conférence de presse, il y a un public, c'est dans un grand amphithéâtre où il y a un public. Et l'amphithéâtre, il doit faire quelque chose comme 400 places. Mais il y avait 20 figurants. Et selon l'angle de la caméra, on déplaçait les gens, on leur changeait la veste, on les mettait... Et ce qui fait que toi, quand tu vois, tu te dis, ouais, ok, la salle est pleine. Donc, pas du tout. Il y avait 20 personnes. Les effets numériques sont devenus une béquille. À la base, ça devait être quelque chose qui rehausse l'expérience cinématographique. Maintenant, c'est devenu une béquille. Après, ça dépend, parce que il y a aussi... c'est un truc qui me désole un peu. Justement, aujourd'hui, les studios, ils ont tous cette promotion maintenant quand ils sortent un blockbuster de dire celui-là, il a été fait sans CGI, sans rien. Ça me gonfle. Mais c'est-à-dire que moi, je trouve qu'il faut vraiment. Il y a une chaîne YouTube, je crois, qui s'appelle Rabbit Hole, qui a fait 4 vidéos. C'est une série de 4 vidéos où il dit no CGI is actually not visible CGI ou invisible CGI. C'est ça. Et pour moi, c'était un des grands ajouts de Robert Zemeckis, justement, où à l'époque de Forrest Gump ou de Contact ou de même Jurassic Park ou de Seul au monde, où il disait, c'est-à-dire que simplement, tu vois, il y a un type qui est en train de marcher le long de la plage, mais le ciel n'était pas de la bonne couleur, ils ont refait le ciel. C'était le premier gros truc qu'ils faisaient en CGI, c'était remplacer le ciel chez Zemeckis. Et après, de faire en fait tout un tas d'effets numériques qu'on ne voit pas. Tu sais, moi, je dis aux gens souvent, Jurassic Park, il y a 7 minutes d'effets numériques dans le film. Tout le reste est des effets pratiques. Ouais. Personne
se souvient de Jurassic Park pour ses effets numériques. Là. C'est pas... on se souvient que c'était bien fait, que c'était ci, que c'était ça. Moi, je me souviens quand j'étais sorti de la salle et on m'avait demandé ce que j'en avais pensé. J'avais dit, écoute, moi, ma première réaction, c'est de dire, bah ok, ils ont casté des dinosaures en fait dans le film. Il y a des dinosaures dans mon film, quoi. Voilà, c'est un film avec dedans, ils ont pris des dinosaures et puis ils les ont mis dans le film en fait. C'est ça. Et maintenant, en 99, 6 ans plus tard, t'as George Lucas qui sort La menace fantôme avec 2 heures de CGI. C'est que des effets pratiques. Tout est pratique dans le film. Ewan McGregor s'est presque suicidé rendu au 3e film tellement il était plus capable de filmer devant un écran bleu, OK? Et plus t'en mets... Tu sais, moi j'ai rien contre les effets numériques. Je pense qu'il y a certaines choses en effets numériques, faut le faire, ça rend bien, si ça paraît pas, etc. Mon problème, c'est qu'il y a des trucs aussi qui sont beaucoup mieux en effet pratique. Le sang numérique, là, je m'excuse, ça marchera jamais pour moi. Je le vois tout de suite. Ouais, c'est le splash. Et puis en plus, quand t'as l'habitude en plus... Parce que très souvent, ils utilisent toujours les mêmes banques de vidéos. Tu dis, ah, ça, c'est le Splat 14. C'est ça. Me semble que t'as le sentiment qu'ils ont acheté la même bande vidéo que... Tu dis, celui-là, c'est Video Copilot qu'il avait sorti. Alpha Copy 14 Blood numéro 6. Là, ça, mais oui. Et moi, le sang, c'est quelque chose qui marche pas. Et après, je dis toujours, tu sais... Je prends l'exemple. Un exemple qui m'a marqué, c'est Indiana Jones, le dernier qui est sorti, Le Cadran de la Destinée. Si tu veux filmer au Maroc avec un budget de 300 millions, va filmer au Maroc. Va au Maroc, ouais. Surtout qu'en plus, genre le Maroc, ça va. Mais c'est bon. C'est accessible. C'est pas comme c'est pas l'Afghanistan. C'est ça. Va filmer au Maroc, quoi. Ça coûte 3... Tu sais, ça va te coûter peut-être 3 millions pour 3 jours de film. Il y a tout... Mais même pas. Et puis il y a toute une partie de Game of Thrones qui a été tournée au Maroc. Ils ont des studios, ils ont tout ce qu'il faut. C'est ça. Va filmer au Maroc, quoi. Mais pas du CGI du Maroc des années 30. T'as les moyens de créer quelque chose de réaliste. Surtout que Spielberg l'avait fait dans les années 80 et 90 et on y croyait. Bah, bien sûr. Tu sais, après, tu veux faire un train en CGI, tu veux me rajeunir un acteur, caster quelqu'un de nouveau. On s'en fout. Les gens s'en foutent. On veut pas voir Harrison Ford de 85 ans jouer Harrison Ford de 27 ans. Mettez un mec de 27 ans. On va comprendre il joue le même personnage. Là. C'est ça. Puis je pense qu'on est capable de trouver un acteur qui ressemble suffisamment. Ben, t'as qu'à regarder le mec qui vient de faire Twister, qui a fait Top Gun. Ouais, mais tu vois, par exemple, si tu regardes le film comme Looper. Ouais. Looper, franchement, ils ont dit, à un moment donné, ils te disent... Comment il s'appelle, cet acteur? Putain, il y a un... Gordon Lewitt. Lewitt. Joseph Gordon-Lewitt, ils te disent, c'est Bruce Willis jeune. Non, mais on y croit. Mais tu dis, surtout que tu as envie de dire, mais non, mais on le connaît, Bruce Willis jeune, on a connu sa tête. Ça. Mais c'est pas grave. On s'en fout. C'est pas grave, ça marche très bien. C'est ça qu'ils ont pas compris, c'est qu'on s'en fout. Tu sais, tu peux mettre un acteur de 27 ans pour jouer Harrison Ford, tu peux mettre un acteur de 27 ans pour jouer Luke Skywalker à la place de Mark Hamill. On s'en fout. Il y avait un film je crois que c'est un film de Bertrand Blier, c'est un film français, qui s'appelle Les Acteurs. Et dans ce film, en fait, alors c'est un film qui est un peu méta, où en fait, c'est-à-dire que tous les personnages du film sont des acteurs français connus qui jouent leur propre rôle. Et à un moment donné, t'en as un donc, qui est joué par André Dussolier, et il en a marre d'être dans ce film. Et donc il dit non, si c'est ça, c'est bon, je me casse, vous m'avez saoulé, et il se barre. Et donc il t'explique qu'ils vont remplacer André Dussolier par un autre acteur, mais que pour nous, ça va rien changer. Et pendant le reste du film, André Dussolier est joué par Josiane Balasco. Et que les autres appellent André. Et c'est super marrant, en fait. Et c'est vrai que, maintenant, sérieusement, au début, c'est-à-dire que la première scène où tu la vois, tu rigoles. La deuxième scène, c'est André Dussolier. C'est tout. Tu te dis, ouais, les autres, ils l'appellent André, c'est normal, c'est André. Tu sais, la technologie du rajeunissement, puis tout ça qu'ils ont inventé, c'est une perte de temps et d'énergie pour moi. C'est moi, je veux dire, le seul cas où j'ai compris l'intérêt de ce truc-là,
c'était Benjamin Buttons, qui est pas un film que j'ai beaucoup aimé par ailleurs. Oui, mais c'est l'exercice du film. C'est l'histoire de ce film. C'est ça. T'as pas le choix d'avoir quelqu'un qui ressemble à Brad Pitt tout le long du film. Si tu veux l'avoir d'abord de vieux, il faut que ce soit sa gueule et qu'on le reconnaisse tout le temps. À la fin, c'est en continu, on le voit rajeunir. Voilà, mais sinon... Bon, là-dessus, j'avais commencé une conclusion, moi, il y a Oui, genre vas-y. 15 minutes. OK? OK, Sinon, je pourrais plus te réinviter pour parler d'autres trucs. Donc, correct. Bruce, Oui. est-ce que tu as des choses à promouvoir? Je sais que tu as un livre, t'as des livres qui sont disponibles. Attends. Vas-y. En plus, j'ai enlevé le casque, mais j'en ai pour 2 secondes. Voilà. Alors. Easy a disparu de Bruce Benaram. Qui est chez XO Édition. Voilà, Et la prémisse du livre est Easy a disparu. La prémisse du livre, en fait, c'est que Easy, c'est une Instagrammeuse qui a 30 millions de followers, qui est connue partout dans le monde. Et elle est à Boston pour faire une série de photos. Elle va dans son hôtel et le lendemain matin, quand on vient la chercher, elle est plus là. Personne ne l'a vue sortir, personne ne sait où elle est. Et normalement, elle n'est pas capable de marcher 3 mètres dans la rue sans que quelqu'un la reconnaisse. Et là, personne ne sait où elle est. Là, tu viens de sortir une vidéo y penser sur MK Ultra, une Ouais. vidéo que je conseille à tout le monde. Moi, j'ai lu des livres sur une MK Ultra au J'adore MK Ultra. début des années 2000. C'est la conspiration qui créé Charles Manson. Pour ceux que ça intéresse, là, MK Ultra a créé Charles Manson. Mais attends, mais MK Ultra, c'est... t'en fais jamais tour. C'est un trou de lapin dans laquelle Exactement. tu deviens fou quand tu lis ça, de la CIA qui fait des expériences sur le territoire américain, etc. Allez voir sa vidéo sur MK Ultra, c'est malade. Moi, c'est une théorie de la conspiration. C'est même plus une théorie de la conspiration, Non. c'est juste une conspiration! C'est ça. C'est pas une théorie! Ils les ont sortis, les documents. Ils ont dit, ouais, on a fait ça. Ouais. On a balancé du LSD. Ouais, bien sûr, on a donné pendant 2 ans, oui. Genre, est-ce que vous vous excusez? Bof, quoi. Ça avait de la valeur. Ouais, c'était important, Et- c'était la et- guerre froide. Et ta prochaine vidéo, selon toi? Alors, ma prochaine vidéo, Le je mois sais pas... prochain, je crois que tu fais une Alors, vidéo par mois maintenant. Non, c'est un lundi sur 2 cette Ah, année. ok. C'est un lundi sur 2. Je suis pas encore sûr de laquelle je vais sortir dans 2 semaines. Mais on va voir. Sinon, vous pouvez toujours trouver son OnlyFans sur lequel il se masturbe tous les 2 jeudis. Alors, non, en fait, c'est un jeudi sur 2. L'autre jeudi sur 2, c'est je me masse les pieds. Ah, d'accord. Et bizarrement, tout le monde le regarde se masser les pieds. Très peu de pognon pour la masturbation, beaucoup de pognon pour le massage. Merci 1000 fois d'avoir passé du temps avec moi et je dirais à tout le monde qu'on se revoit la prochaine fois. Bah, avec plaisir.